Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, experte rescapée du burn-out et fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi t'accompagne à écouter ta petite voix grâce à un ensemble de contenus. Grâce à ce podcast, avec des témoignages authentiques et sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce au bilan de compétences et de besoins pour trouver ton alignement, finançable avec ton CPF. Et un ensemble de livres, de conférences et une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Noélie est une femme très attachante et déterminée. Après un master de sociologie et en parallèle de son travail, elle entreprend plein de projets. Création d'un blog, animation d'une émission de radio bénévole, communauté sur les réseaux sociaux. Jusqu'à 2020, son travail est clairement alimentaire. Sans jeu de mots, car sa dernière expérience en tant que salariée était chez Too Good To Go. Elle profite du confinement pour finir son livre et décide de l'auto-éditer. Elle devient la rockstar française de l'auto-édition avec plus de 60 000 romans vendus. Au point que plus de 150 000 personnes suivent La moins bonne de tes copines sur Instagram et qu'elle lance La Bonne Édition, une maison d'auto-édition. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Noélie Pité. Bonjour Noélie. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Oui, j'ai choisi mon livre qui s'appelle 387 jours. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de prendre le livre parce que ça fait un petit peu, tu vois, directement la fille qui a la grosse tête qui choisit son livre. Mais en fait, ce livre, je trouve qu'il me représente bien parce que son fond et sa forme sont qui je suis. Son fond parce que l'histoire, c'est l'histoire d'une sexologue qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis 387 jours. Alors, je ne suis pas sexologue, mais j'ai connu ce laps de temps d'abstinence qui peut choquer certains, mais tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Et du coup, je me suis dit que c'était chouette de pouvoir parler de ça, de tout cette côté sexualité que beaucoup on remet en cause, etc., en tant que femme. Et la forme du livre était importante pour moi parce que je suis en auto-édition et donc du coup, ça signifie pas mal de choses en termes d'entrepreneuriat, d'ambition, etc. On va en parler de l'auto-édition parce qu'aujourd'hui, donc, c'est ton métier de pouvoir aider les personnes à s'auto-éditer. On en Oui, parlera un peu plus tard. oui. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Oui, alors j'ai grandi en Normandie, à Évreux. Je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est à côté de Rouen. Si. En fait, on se disait hors micro qu'on avait plein de points en commun, mais est-ce que tu habites aujourd'hui à côté de Senlis, là où Ouais. j'ai un de mes ex qui a vécu, et mon ex-mari est normand, donc je connais bien aussi. Ah oui, jusqu'au bout, on a plein de trucs en commun. Bon, bah Ouais, voilà. voilà. Donc j'ai grandi à Évreux. J'ai pas grand-chose à raconter d'Évreux, hein. C'est pas mal, c'est pas bien, y a rien de spécial. Et en fait, après, je te raconte tout. Tout ce que tu trouves Tout, tout ce que tu as envie de tout. nous raconter. Et après, je suis partie à Rouen faire mes études. Là, ça a été plus compliqué parce que j'ai eu beaucoup de mal à me trouver. J'ai l'impression, comme beaucoup, hein, on nous demande à 18 ans de savoir qui on veut être. Autant dire qu'à 34, j'ai toujours un doute. Donc, c'est pas ouf. Et donc, à 18 ans, je ne savais pas exactement qui je voulais être. Je suis partie en médecine. Alors attends, avant tu nous racontes le choix de tes études, Ah, c'était quoi comme type de petite fille? ah! Alors, j'étais une enfant incroyable. Non, pas du tout. C'est difficile. Il aurait fallu que je demande à mes parents avant. Je pense que j'étais une petite fille assez extravertie. J'ai pour souvenir de toujours avoir écrit, avoir fait des spectacles, les pestacles, les fameux, tu vois. J'ai toujours aimé faire rigoler. J'ai toujours été assez extravertie. Je me souviens, tu vois, au lycée, j'étais pas la meuf populaire. J'étais la meuf cool, tu vois, la meuf rigolote. Donc, Ouais. bon, c'était sympa, hein, mais c'est pas avec ça que tu pécho, malheureusement. Et, Et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves? Bah, mes rêves, c'était ça, hein, c'était de divertir. Alors, tu vois, je savais pas exactement que je voulais écrire, parce que bah, je savais pas écrire, mais je savais que j'aimais faire rire, tu vois. Mais ce qui est difficile, alors j'aimais aussi beaucoup les animaux. Donc, j'aimais beaucoup, tu vois, vétérinaire, je faisais de l'équitation. Donc, les animaux ont toujours pris une place très importante dans ma vie. Mais je pense que c'était ça, c'était entre divertir les animaux, peut-être que je voulais faire ça. Ce qui Tu n'existe me pas. ra- Il y a un vrai job à Bah, créer. peut-être, hein.
J'ai découvert qu'il y avait des kinésiologues pour animaux. On peut créer un métier de Ah ouais, il y a des divertissement. trucs de Bah, fou, si, en même temps, les gens qui gardent les chiens, les chats, ouais, mais je suis pas sûre qu'ils leur font des spectacles, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils juste ils se contentent de leur faire des petits câlins, quoi. Mais après peut-être, tout, qui sait. qui sait? Et tu me racontais que tu écrivais du coup beaucoup, que tu t'imprimais des livres, tu les reliais petite. Ouais, j'ai un livre qui est encore dans mon bureau qui en effet. Alors là, j'étais pas petite quand je l'ai fait. Tu sais, quand j'étais petite, j'écrivais, mais je les reliais pas et compagnie, parce que j'avais pas conscience de tout ça. Mais mon tout premier, j'étais un peu plus âgée, c'était quand j'étais déjà à la fac. Et là, vraiment, j'avais fait un vrai livre, tu sais, vraiment, je l'avais imprimé moi-même, je l'avais relié avec du fil de coton, là, et je l'avais donné à mon papa, à ma grand-mère et à une de mes meilleures amies. Et j'ai quand même eu le plus beau des compliments qui était que mon papa ne lisait pas du tout de romans. Mon roman était nul hein, à l'époque, vraiment, on était sur un truc basique. Et mon père l'a lu et m'a dit, tu m'as redonné goût à la lecture. Et depuis ce jour, il lit. Trop Alors que chouette. purée, je sais pas s'il a des goûts de chiottes ou quoi, mais le livre était pas incroyable. Mais il m'a dit non, mais c'est vrai qu'il était plein d'imperfections, mais l'histoire était prenante. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que je sais faire ça en fait. Trop chouette. Mais de toute façon, je me rappelle quand j'ai lancé le podcast, donc c'était en janvier 2020, j'allais dire 2025, non, on y est. Enfin, on n'y est plus, mais voilà. J'avais été voir Mathieu Stéphanie, qui est un grand podcasteur, et qui m'avait dit, tu sais, Charlotte, au début, tu vas faire un épisode, ça sera pas top, et puis tu vas en faire un deuxième, et ça va. Et c'est vraiment, je pense, c'est un conseil à donner, c'est évidemment que ton premier roman, c'est pas du Complètement, Shakespeare. Évidemment que ton premier podcast, ça va pas être le meilleur. clairement. Mais en fait, il va y avoir aussi une authenticité, il va y avoir un grain en plus qu'il n'y aura pas dans l'expérience, qui fait qu'au final, ça sera quand même chouette, mais différent de ce que tu feras après, quoi. Et puis, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qui est que, en effet, on n'ose jamais parce qu'on a peur de mal faire. On a extrêmement peur du jugement des autres. On est tout le temps en train de se dire qu'est-ce qu'ils vont se dire si c'est nul, etc. Oui, mais en fait, si tu ne le fais pas, ce sera même jamais nul. Et mieux vaut que ce soit nul, entre guillemets, ce qui n'existe même pas vraiment, mais partons du principe que c'est nul plutôt que rien faire. Et souvent, on me dit oui, mais parce que, bon, je m'égare un peu, mais je suis sur les réseaux sociaux. Et, et on me dit, oui, mais moi, je ne sais pas faire des stories. Je lui dis, mais attends, mais tu crois que quand j'ai commencé, quand j'ai pris mon téléphone, que je me suis vue là dans mon écran avec mes imperfections et que j'ai dit bonjour et que tu fais des petites blagues, c'était hyper compliqué pour moi. Et en fait, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, et après, tu le fais tellement de fois que ça devient une habitude, exactement Ouais. de la même manière qu'on est en train de faire ce podcast. Et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'en fait, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de don, c'est du travail, travail, de la répétition. Et là, ça fonctionne au bout d'un moment. Alors, il peut y avoir un talent, une prédisposition, mais le talent, ça se nourrit, ça se travaille. Moi, j'y crois. Je vous conseille d'ailleurs un livre. Je crois que c'est Le talent n'existe pas. Je me souviens plus de l'auteur. Mais bon, moi, j'ai fait de la sociologie. Donc, et je pense que le talent est une vraie construction de la société et des prédispositions que tu as quand tu nais, en fait. Tu vois, quand tu nais, en fonction de ta famille, en fonction de l'entourage qu'il y a autour de toi, tu vas être nourri d'une certaine manière qui va faire que tu as un talent qui est en fait une construction de ce que tu es depuis tout petit. Mais c'est vrai que ça commence tellement jeune qu'on peut supposer qu'il est en toi. Mais je pense que c'est beaucoup de travail. Je pense. Moi, je suis convaincue qu'on a tous des talents. Tu vois, typiquement, par exemple, on sait tous courir, mais on sera pas, même avec beaucoup de travail, on sera pas tous Usain Bolt. Parce que il y a eu pas mal, il y a eu un, je sais plus comment ça s'appelle, il s'appelle Dean Moore, celui qui a inventé ça. Il avait fait une théorie en disant que si tu travaillais, alors j'ai plus le nombre d'heures, mais que tu pouvais arriver à avoir un talent et en fait la conclusion c'était de dire bah, que non, il s'était entraîné pour faire c'était du tennis ou du golf et en Ouais. gros il s'est dit bah non mais en fait oui tu peux avoir un certain handicap et tu n'arriveras Oui, jamais mais parce que tu à. vois, Charlotte, il n'est pas parti. En fait, pour que l'expérience Ah soit oui c'est faite, depuis tout petit. en fait, il faudrait prendre deux sujets et Oui depuis avec le début. exactement les mêmes conditions et Ouais. voir si Mm. de la même manière ils arrivent. Et là, on verrait. Alors, évidemment, il y aurait l'impact de la personnalité de ça, mais ce serait ça, en fait, vraiment, tu vois, jusqu'au bout, prendre deux individus depuis le début. Parce qu'en Ouais. fait, tu vois, bon, on s'égare encore une fois, mais dans le livre sur le talent, J'aime bien m'égarer. elle explique, non mais c'est hyper Mm. intéressant. Elle explique, elle prend l'exemple de Mozart, tu vois, et Ouais. elle dit Mozart qui a été réputé pour être le talent incroyable, le Mm. don de la musique, etc. Ouais. Et en fait, elle disait que Mozart, il a eu des heures et des heures depuis tout petit de Mm. musique, de solfège, etc.
et que certes, le gars était incroyable et ça, c'est incontestable, mais il a été aussi incroyable parce que toute sa famille, tout son Oui. entourage l'ont poussé à ça, tu vois. Enfin bref. Mais c'est Non, hyper non, mais de toute intéressant. façon, sans travail, un talent, de toute façon, ça C'est se ça, nourrit. Hein. c'est Moi, ça, je dis c'est souvent, ça. c'est une graine. T'as Oui, une graine. En fait, c'est t'as ça. une graine en toi qui peut être issue du transgénérationnel, qui peut être issue de ton, enfin, voilà, Complètement. de pourquoi t'es là sur cette terre. Mais après, si tu arroses pas cette graine, toi, tu Ah bah disais clairement. que t'étais un peu un clown. Si tu faisais pas de blague, bah, en même temps, Ouais, tu, et on y revient, tu vois, si autour de toi, tes parents ils te disent, bah non, t'es pas un clown, tu dois être sérieuse. Bon, bah du coup, moi c'est ça, j'ai eu des parents t'étouffes. qui m'ont toujours entretenu ce petit grain de folie, qui m'entretiennent encore aujourd'hui, enfin qui entretiennent parce qu'ils m'entretiennent pas. Ça y est, maintenant je suis indépendante. Mais ouais, c'est hyper important aussi, en fait, tout Mm. ton entourage, tous tes amis, etc. C'est important. L'entourage est très important aussi. Ouais, c'est essentiel parce que Mm, mm. après ça dépend des personnalités parce qu'il y a des gens où justement on va leur dire faut pas le faire et donc au contraire ils vont le faire et d'autres à qui on va leur dire qu'il Oui, faut pas oui. qui vont s'étouffer. Et donc du coup ton adolescence quand il faut commencer à se poser la question de quel métier tu veux faire, comment ça se passe pour toi? Enfin quelles études déjà avant le métier? Alors, ça a été toujours très compliqué parce que j'ai toujours eu un peu les deux pôles dans ma tête. J'ai toujours été très créative, très à écrire, à dessiner, faire des trucs et des machins. Et j'ai toujours été très entrepreneuse. J'adorais monter des projets, construire des choses, avoir des plans. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que dans la société, bah, tu pouvais difficilement être les deux. Soit en gros, tu étais la Mm. partie artistique, soit tu étais la partie entrepreneur. Mais c'est vrai qu'on a rarement vu des entrepreneurs qui étaient artistes, quoi. Maintenant un peu plus, mais je suis née en 91, donc c'était un peu moins le cas il y a quelques années. Et en fait, bah, rapidement aussi, tu sais, tu as la société qui te récupère et qui te dit, bah, en fait, c'est cool artiste, hein, mais c'est dur et t'en vis Mm. pas. Donc, bah, je me suis dit, bon, bah, partons vers l'autre côté. J'étais très bonne élève et donc, je me suis dit, trouve un taf où tu gagnes de l'argent. Et puis, en fait, après, tu verras pour faire tes saltimbanqueries, tu vois, on verra plus Mm. tard, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, bah, va pour. Là, je peux te parler de mes études, ça y est? Ouais, vas-y, On est vas-y. Je parti. te fais juste une parenthèse parce que ça me Vas-y. fait trop rire que tu dis, enfin, ce que tu viens de dire parce que quand j'étais en école, avant l'école de commerce, j'ai en entretien, on me dit c'est quoi votre projet professionnel? Et donc je dis bah moi mon projet professionnel c'est de faire une école de commerce pour apprendre les bases du business et puis après ça sera de faire une école d'art parce que c'est vraiment ça ce que j'ai J'adore. envie de faire. Et là on m'a dit non, j'ai pas été prise. On m'a dit votre projet professionnel n'est pas assez clair. Tu vois? Mais bon, enfin Tu bon, vois, c'est voilà. fou. Non, mais c'est une Ouais. réalité, hein. Enfin, Mm. je ne sais pas si ça fait écho aux personnes qui nous entendent, mais moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est le cas, en fait. Ce qui Ouais. est très dommage, et encore une fois, c'est une parenthèse, je m'en excuse, parce qu'aujourd'hui, on voit plein d'artistes qui, du coup, se sont consacrés à leur côté artistique et qui n'ont pas entretenu ce côté business et qui, malheureusement, n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'on Mm. demande à beaucoup d'être autodidacte et de savoir se vendre. Et ça, c'est dommage. Ouais. Bref, tout cela est-il que je ne Donc suis pas du du coup tout partie là-dedans. À la ouais. base, je suis partie pour être kiné et parce que je voulais être ostéopathe équin. Donc, tu vois, j'étais partie dans la médecine. Et puis ouais, c'était dur. Je n'étais pas si mauvaise, hein, j'avais réussi à avoir la moyenne. J'étais Ostéopathe équin, c'est hyper précis et ciblé. très précis. En fait, je voulais être ostéopathe animalier, mais comme je faisais du cheval, je m'étais dit très précis. Puis à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant. Maintenant, c'est très reconnu ostéopathe animalier, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, il fallait payer des écoles qui coûtaient super cher et tout ça. Enfin bref. Et du coup, je me suis retrouvée en médecine. Et je te dis, j'étais pas si mauvaise, j'avais réussi à avoir la moyenne, mais tu sais, médecine, c'est un concours en fait, donc c'est Mm. hyper frustrant. Même si tu travailles bien, bah, si t'es pas dans le Ouais. premier, tu l'as pas. Donc je ne l'ai pas eu. Mais merci l'univers, hein, merci le destin, c'était très bien comme ça. Et je suis partie en droit, rien à voir, mais je me suis dit, bon, Il y c'est en a toujours beaucoup été. hein, qui font ça. Ouais, En fait, c'est... je pense pour le coup, c'est aussi la société, c'est des métiers qui sont très élitistes. Et tu dis, Mm. bon, bah, médecine et droit, c'est des métiers où je gagnerai de l'argent et où j'aurai toujours du taf, ce qui n'est pas forcément vrai en plus. Et du coup, tu pars là-dedans. Et voilà. Ce que j'ai fait, j'ai validé ma première année. Puis à la deuxième année, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas pour moi. Enfin, qu'est-ce que je fais là? Enfin, j'avais 21 ans. En plus, personnellement, tu sais, c'était les premières amours qui commençaient à se casser la gueule. Mm. Tu te rends compte que la vie n'est pas si belle, hein. Et je me suis dit, bon, écoute, là, tu vas partir à l'étranger. J'ai fait comme beaucoup, beaucoup à l'époque, c'est-à-dire l'Australie. Tout le monde partait en Australie, et bien moi aussi.
Ce qui n'était pas stratégique de ma part parce que je suis quelqu'un qui est assez routinière, j'ai besoin de mes petites habitudes et j'ai besoin un peu de, voilà, ma famille, mes amis, tu vois, les basiques, quoi. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas pour ma personnalité, à savoir partir à des millions de kilomètres, très loin d'eux. Euh, mais je suis partie 3 4 mois. Ça a été une très belle expérience humaine parce que j'ai rencontré une dame qui avait la sclérose en plaques. Et j'ai vécu 3 4 mois avec elle. Et en fait, j'étais un peu son assistante de vie. Mm. Donc, c'était très, très enrichissant. Et ça m'a permis de prendre de la distance. Et je me suis dit, OK, je pense que j'aime bien les gens. Et il faut que je me connecte à ça, en fait, à la société, à ce qui se passe dans le monde, à plein de choses qui sont pour moi. Tu me coupes hein, si je parle trop, hein. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Et du coup, voilà, je me suis dit, est-ce que tu partirais pas en sociologie? J'ai fait un petit mail au doyen parce que j'avais pas envie de me retaper une première année. Je me suis dit, c'est bon, je vais essayer de passer direct en deuxième année. J'ai sorti ma plus belle plume. Et là, je me suis dit, elle a vraiment quelque chose celle-là parce que j'ai réussi à passer directement en deuxième année. Donc, je suis rentrée à la rentrée septembre qui suivait. Et là, j'ai enchaîné, j'ai fait ma licence et là, je me suis épanouie en socio parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et l'avantage de la socio, c'est que concrètement, tu vois les effets de ce que tu es en train d'apprendre. Tu vois, concrètement, tu es capable de le voir dans le monde qui t'entoure et c'était hyper enrichissant. J'ai fait un master de sociologie des médias, de la communication et de la consommation à Paris, qui était hyper intéressant et qui était en apprentissage. Donc moi, je l'ai fait chez Air France. Rien à voir avec tout ça. Mais c'était très, très cool parce que tu peux voyager, ça, c'est pas mal. Ouais. Et, euh, et en fait, une fois que j'ai terminé mon master, je me suis dit, les grosses entreprises, c'est vraiment pas pour moi. Je me sentais vraiment dans une cage dorée. C'était Mm. vraiment un sentiment, tu vois, où je me disais, mais en fait, c'est cool parce que tu as des avantages incroyables. Air France, tu as des avantages incroyables. Tu bénéficies Ouais. de billets qui sont vraiment réduits. Tu es très bien payé. On te fait pas trop chier. Tu as des horaires. Mais moi, je me suis dit, mais je veux surtout pas de cette vie. Tu vois, j'avais 25 ans. Je me suis dit, moi, je peux pas, je peux pas. Et donc, je me suis dit, bon, bah, entreprends. Et j'ai créé une entreprise qu'ils appellent The City Dog et qui était donc un truc de gardiennage d'animaux, comme tu disais tout à l'heure. Ok. Et donc, Ce que je ne savais pas du tout. voilà, que tu Tu savais m'avais pas pas. donné cette anecdote. Eh oui, je garde une petite surprise. Et en fait, j'ai fait ça pendant quelques mois. C'était très intense. Donc, en effet, je faisais exactement ce que tu disais. J'allais voir les petits chiens parisiens pendant que les gens bossaient. J'allais les promener. Les chats, je leur donnais à manger, etc. Sauf que je me suis vite rendu compte qu'en termes de business, c'était très compliqué parce qu'en fait, ça dépendait que de toi. Et donc, je faisais des journées de 8h, 21h. Et le temps que je passais avec eux, il était pas, tu vois, je pouvais pas le dupliquer, quoi. Donc, en fait, je me suis vite dit, bah, c'est C'est pas cool très parce que scalable. Mm. exactement. C'est Mm. hyper épuisant parce que du coup, tu te retrouves à promener des chiens toute la journée. Donc, autant dire que t'es pas là, tu les fais. Et je me suis dit, non, je peux pas. Enfin, donc, l'été est passé. En gros, j'ai fait ça 6 7 mois. Et il y avait aussi ce truc que je n'avais plus du tout de temps pour la partie artistique. J'avais plus le temps d'écrire, de faire des choses, etc. Parce que ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que parallèlement, j'ai toujours gardé ça. Quand j'étais à la fac, en plus de la fac et de mon apprentissage, j'avais un blog, je faisais du bénévolat dans des radios. Enfin bref, j'ai toujours, Un blog toujours. de quoi? Un blog exactement pareil que ce que je fais là, c'était des petites nouvelles. Et en gros, c'était des aventures en fait, de mon héroïne aujourd'hui. C'était ses aventures à elle. Et ça sortait une fois par semaine, tu vois. J'avais pas grand monde, hein, je devais avoir une centaine de personnes. Mais moi, je voulais juste écrire, tu vois. Mm. C'était juste pour. Et, euh, et en fait, lorsque j'ai fait The City Dog, je n'avais plus du tout le temps Ouais. pour cette partie-là. Et je me suis dit, bah, encore une fois, on y revient en fait. Je Mm. n'arrive pas à accumuler un métier qui en même temps me permet d'entreprendre et un métier qui me permet de créer. Donc, je me suis dit, OK, on va arrêter The City Dog. Tu vas trouver un job dans le milieu artistique. Et comme ça, tu vas gagner de l'argent, tu vas payer ton loyer, tu vas faire ta petite vie. Et parallèlement, tu seras un petit pied dans l'artiste et peut-être que tu arriveras à cumuler les deux. Bon, je vais pas trop m'étendre parce que j'ai pas trop envie de bitcher, hein, mais j'ai été chez casting.fr, qui est un site internet qui répertorie des castings. J'étais prise en CDI, je suis restée 2 3 mois et j'ai rompu mon contrat parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes avec les personnes qui étaient Ah, vous n'étiez responsables. pas alignés en termes de Ouais, besoins on était ouais, et de exactement. valeurs. C'est pas grave, il y avait rien de grave, mais Oui, de toute juste façon, pas lié. moi j'ai toujours, hein, enfin, voilà, et l'idée c'est d'avoir le Exactement, job qui correspond, enfin, que ça matche entre les besoins de l'entreprise et les besoins, et sachant que dans les besoins, il y a la notion de valeur et on n'est pas exactement. tous faits pour travailler ensemble et le tout c'est de s'en rendre compte. Exactement. Et je me permets Mm. même un petit truc, c'est hyper important.
et ça fait du bien de l'entendre, c'est que lorsqu'on est en période d'essai, donc c'est 1 ou 2 mois, ça dépend, on n'ose pas rompre la période d'essai par peur de se dire, oh, mais je vais peut-être pas trouver de CDI, oh, ils m'ont embauché, machin et tout. Franchement, n'hésitez pas à partir. En fait, une période d'essai, c'est pas que C'est fait dans pour, un ouais. sens. Et c'est hyper important parce que moi, j'ai culpabilisé en me disant, bah non, je peux pas rompre, j'ai un CDI, tu te rends compte, un CDI? Bah oui, mais non, en fait. Enfin, maintenant, on a plein d'aides qui nous permettent de trouver d'autres choses, etc. Il faut vraiment pas rester dans un job si dès la période d'essai, vous voyez que Ça le fait vous pas. n'êtes pas bien. Mm. Voilà, c'était mon On est petit. d'accord. D'ailleurs, dans mon dernier job, pour la petite parenthèse, où on avait nos bureaux l'une en face de l'autre, mais on ne se connaissait pas. Oui, Et c'est vrai. littéralement, hein, c'est pas, Non, non, pas ouais. le bureau, genre on traversait le couloir, on était en face l'une de l'autre. Ouais, Et, et à cette époque-là, moi, je me rappelle quand j'avais des entretiens de fin de période d'essai, parce que du coup, enfin, pour moi, c'était important de marquer ce moment-là avec mes équipes. Et à chaque fois, je leur disais, voilà, moi j'ai envie de continuer avec toi, enfin si c'était le cas, et toi. En fait, c'était toujours dans tous les jobs où j'étais, à chaque fois c'était bon, bah voilà, on continue. Et il n'y avait pas de question. Mais en fait, non, c'est une bah période oui. d'essai, c'est à deux, quoi. C'est un contrat mutuel et c'est important, je trouve, du coup, en tant que manager, de laisser cette porte ouverte, de dire, bah, et toi, comment tu te sens, en fait enfin, Complètement. Mais mm, tu sais, c'est comme les entretiens d'embauche. J'avais une copine là qui passait un entretien qui était très, très stressée. Et je lui disais, mais tu sais, on a réussi à créer un truc dans le monde du travail où on a l'impression que c'est l'entreprise qui décide, qui va décider, oui, bah, machin. Mais il faut vraiment prendre en considération que c'est un besoin à deux. Moi, c'est aujourd'hui, ça. j'ai une salariée, bon, c'est ma meilleure amie, donc c'est encore mieux, mais c'est quand même ma Mm, salariée. J'ai besoin d'elle. C'est-à-dire que si là, mm, elle me pose sa dème, je suis dans la merde. Et en fait, ça, c'est hyper important quand on fait un entretien d'embauche de ne pas être stressé parce qu'en fait, c'est pas moi qui vais tout accepter. C'est les deux parties qui ouais. regardent si leurs besoins et leurs envies coïncident. Et il n'y a pas à être stressé en fait d'un Mm, entretien. Et ça aussi, je trouve qu'on a vraiment, tu sais, un peu idéalisé l'entreprise qui mm, vient en sauveur te donner un job. Bah ouais, oui, mais enfin, tout ce que tu vas donner à l'entreprise, c'est hyper précieux. mm, Et il faut vraiment prendre conscience que c'est pas l'entreprise qui te donne le truc, quoi. Tu le mérites, en c'est fait. ça. Et tu vales Ouais, ça. il y a une vraie notion d'équilibre, parce qu'en fait, avant, on va refaire un peu d'histoire, mais avant, en gros, c'était le boss était le dominant et le salarié le dominé. Ouais, Après, on a eu une espèce d'inversion de le salarié est le dominant et en fait, l'enjeu, c'est d'être dans une relation équilibrée. C'est ouais. exactement ça, c'est de se dire, enfin, moi, je sais que ayant changé 3 fois de job en 1 an et demi, Tu sais de quoi autant te tu dire que parles? je sais de quoi je parle et autant te dire que le deuxième et le troisième job, je leur faisais passer des entretiens en fait. Je leur ai dit, écoutez, moi, T'imagines? en gros, l'idée, c'est vous que vous soyez convaincu que je suis la bonne personne, mais que Exactement. moi, je sois convaincue que je suis la bonne personne parce que moi aussi, je perds potentiellement mon Exactement. temps. Et c'est justement sain dans les relations tu vois, aujourd'hui, c'est une de mes missions, c'est d'assainir les relations entre les gens avec eux-mêmes, mais aussi les gens avec leur entreprise, pour pouvoir être sûr que bah, chacun correspond aux besoins de chacun. Et si Exactement. c'est Ouais, pas le c'est cas, génial. si c'est pas le cas, bah, c'est ok en fait. Autant mettre quelqu'un qui a plus de talent au poste, et puis bon bah toi autant aller exprimer ton talent, tes compétences ailleurs en Exactement. fait. Mm. Et c'est pour ça, je pense qu'on est souvent influencé par cette peur de C'est ne pas ça. trouver On de est job. Et dirigé par la aussi, peur en fait. Mm. et aussi, il faut quand même le reconnaître qu'aujourd'hui, pour vivre, il faut de l'argent et qu'il y a aussi ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est hyper important de se dire, bah, attends, en fait, mieux vaut que je refuse un truc où je sens direct que je suis pas bien, plutôt C'est que ça. le prendre pour 6 mois après être Mm. en burn-out et finalement revenir à ton point de départ, entre Ouais. gros guillemets. Donc On va voilà. juste mettre une parenthèse que parfois il y a des gens qui ont. Voilà, typiquement, je pensais à Elodie Poulard que j'ai interviewée qui va être diffusée là, cette semaine. Elodie, en gros, elle était dans l'univers du cinéma et aujourd'hui, c'est la référence en France en home organizing. Ok. Et entre la création de sa boîte et le cinéma, bah, elle a eu besoin de vivre, elle a eu besoin de manger, elle a pris des petits Ah bah boulots dans des oui. bars, dans des machins. Ah bah Donc bien l'idée, sûr. c'est l'idée, c'est évidemment de ne pas dire refuser un job si vous Ah avez non. vraiment besoin de manger. Enfin voilà, non mais je mets Ah non, juste une non, non, c'était pas parenthèse oui, bien sûr. que notre message Ne soit soit pas bien mal compris. perçu. Ah non, mais Voilà. évidemment. Il y a un moment où tu as Évidemment, besoin de manger, il faut que tu prennes le job. Mais c'est en fait, tu vois, c'est ce que je dis toujours à mes clients, tu vois, c'est de dire, c'est que tu choisis. En gros, tu dis, OK, exactement. C'est ce ça. job-là, je le Je fais sais parce que pourquoi je j'en le ai fais. besoin tout de suite maintenant. Ça correspond à Exactement. mon besoin tout de suite maintenant de gagner de la thune. Par contre,
ça va pas nourrir mon besoin d'avoir de l'impact, de me sentir C'était utile, dans d'avoir du ce sens. sens. Et donc, je choisis. Et je ne subis pas. L'idée, c'est vraiment de se dire dans sa vie, je choisis et j'arrête de subir. Mais du coup, oui, non, évidemment, c'était dans ce sens que Mm. je parlais. Non, non, évidemment, mais c'était. Je l'avais Non, mais compris, mais t'as je raison, remets parce que une petite parenthèse que parfois les gens peuvent se dire ah oui, mais elles sont oui, elles mignonnes, sont mignonnes, mais elles, ouais. ouais. Oui, elles sont. Non, non, évidemment. Mais c'est exactement ce que tu as dit. En fait, je pense que c'est pas tellement ton choix qui est important, c'est la manière dont tu le Mm. fais. Moi-même, j'ai déjà accepté des jobs, je me suis dit, mais c'est pas du tout, je veux être, mais tu t'en fous. Tu le fais C'est ça. pendant 3 mois, tu sais pourquoi tu le fais, et dans ce cas-là, ton mindset, comme on dit dans le milieu de la startup, il a rien à voir. Là, je parlais Mm. vraiment dans la logique où quelqu'un a envie d'un Oui, de job tu veux t'épanouir posé, sur le long exactement, terme. On est d'accord. exactement. Oui, Voilà, c'était on dans est ce sens complètement que. d'accord. Parce que c'était, pour revenir à l'histoire, c'était dans ce sens que j'avais choisi casting.fr. Ouais. J'étais vraiment dans une logique où je voulais Oui. vraiment m'investir dans une entreprise. J'avais envie de la faire grandir et de mettre à disposition tout Ouais, mon de savoir. contribuer. Ouais. C'était dans cette logique-là. Donc, dans cette logique-là, j'ai refusé de continuer parce que ça ne répondait pas à mes attentes. Ouais. Et je me suis dit, bon, eh bien, écoute, on va essayer de trouver un job qui a du sens, qui n'est pas forcément lié à l'artistique, où tu investis, mais qui te laisse suffisamment de temps pour justement à côté grandir ton côté artistique. Et en fait, finalement, bien distinguer les deux pour le moment. Ouais. C'est à ce moment que je suis arrivée chez Too Good To Go. Donc là, on est en début 2018. Too Good To Go, qui est donc une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Je m'y suis complètement retrouvée parce qu'il y avait ce côté écologie, etc., qui, moi, avait du sens. J'étais commercial chez eux, commercial, pardon. Donc, du coup, pour moi, c'était chouette parce que c'est un truc que j'arrive assez facilement à faire. J'avais pas besoin Ouais, de t'as ton trop. bagou, tu C'est pouvais faire ça. ton show. Ouais. Ouais, c'était, tu vois, genre en mode, Ouais. tu fais ton truc. Et ce qui était chouette, c'est que j'avais des horaires, en gros, à 18h, mon taf était terminé. Donc, je rentrais chez moi. Et c'est à ce moment que j'ai aussi créé La Moins Bonne de tes copines sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, tout ton temps libre, tu le mets sur les réseaux sociaux. Parce que qu'importe la forme que prendra ton divertissement, ce qui est certain, c'est que tu auras besoin d'un public. Ma mère est directrice d'un centre de loisirs, mon père est assureur. Donc, je savais par défaut que je ne connaissais absolument personne dans le milieu et qu'il fallait que j'utilise des outils qui étaient à ma disposition. Et les réseaux sociaux sont un outil incroyable si tu Ouais. sais bien les utiliser. Donc, Pourquoi la moins bonne de tes copines? ah, alors, ça, il y avait deux choses. La première est que si vous allez voir la maman de tes copines sur Insta, j'y suis souvent démaquillée en pyjama. Je suis souvent à ma version euh, Nature. la moins apprêtée. On va dire Mm. ça dans ce sens, tu vois. J'aime pas dire la moins belle parce que c'est pas vrai, en fait. C'est la moins Non, apprêtée. c'est ouais, la plus nature, La la plus plus authentique. naturelle possible. Voilà, Mm. vraiment en mode, tu vois, je suis dans mon canapé, je te parle, etc. Donc oui, souvent j'ai les cheveux attachés, on voit mes grosses cernes, etc. Mais ça me va très bien. Les cernes, Et c'est quoi? Je connais pas. voilà. Non, Et voilà. parallèlement à ça, j'avais aussi appelé la maman de tes copines parce qu'en 2018, on était vraiment, tu sais, sur les comptes où on était vraiment sur des influenceuses lifestyle qui avaient vraiment la vie parfaite, etc. Et moi, j'ai dit, ben non. Et je trouvais le côté bonne a plusieurs connotations, bonne physiquement, sexuellement, Mm. etc. Et bonne dans le sens la bonne personne, tu vois. Et moi, je suis vulgaire, tu vois, j'ai un petit côté beauf sur les réseaux sociaux que j'adore alimenter. Et je trouvais que la moins bonne de tes copines marchait très bien en plus d'un point de vue marketing. Ouais, carrément. Mm. Donc tout va bien. Mais ce que je m'attendais pas par contre, c'est que maintenant j'ai une société qui s'appelle la moins bonne de tes copines. Parce qu'au moment de nommer, tu sais, l'expert comptable, il a dit, vous voulez l'appeler comment? Je dis, bah, la moins bonne de tes copines. Donc t'inquiète pas quand je demande des factures, la moins bonne de tes copines. Moi, du coup, moi, c'est pareil, c'est pourquoi pas moi, mais du coup, c'est ça, les gens font pourquoi pas moi, mais vous faites quoi? Mais c'est bien aussi, pourquoi pas moi, ça Bah marche oui, au bien. moins, oui, ça interpelle. De toute façon, c'est Voilà. l'idée d'une marque, c'est que ça interpelle et que les gens Ouais, se disent, ils aient envie d'en ouais. savoir plus derrière, quoi. C'est Mais c'est hyper fort aussi comme nom. c'est intéressant parce que tu vois, moi, quand j'ai choisi la moins bonne de tes copines, j'y ai pas mis autant de. Tu vois, je dis, oh, c'est sympa, j'ai pensé à ça comme ça, et hop, tu sais, j'ai pas Ouais, mais l'impression. enfin, je crois que c'est les meilleures idées. Enfin, tu vois, moi, c'est pareil. Hein, pourquoi pas moi? J'ai eu l'idée face à un feu de cheminée. Je me suis dit un soir, je veux faire un podcast et il va s'appeler Pourquoi pas moi. Il y avait aucun brainstorming, alors que dans toutes les boîtes où j'ai bossé, j'ai fait du Tu vois? branding et compagnie. Mais oui, Là, c'est vraiment le truc, c'est l'intuition. Mais c'est justement, c'est les meilleures idées en bah ouais. fait. Mais pourquoi pas C'est moi, ça marche vachement bien en plus parce qu'il y a des pourquoi pas moi. Tu vois, il y a un truc hyper sonore, Mm, mais ça marche bien. ouais. Bref, Du coup, donc tu oui, lances la moins bonne de tes je copines. lance la maman de tes copines, je continue to go et je me dis, ok, euh, on va essayer de faire un truc, c'est que pendant 2 3 ans, tu te mets à fond dans la maman de tes copines et, euh, et dans 2 3 ans, on essaye d'en vivre.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Tous les soirs, Et alors, essayer d'en vivre, donc tu avais bah, le compte Insta, mais c'était quoi, tu avais une idée derrière ou pas encore? en fait, je savais que, tu vois, je savais que j'aimais divertir, mais je t'avoue que je savais pas si ça allait être un spectacle, un livre, je savais pas trop. J'ai testé durant ces 2, 3 ans justement plusieurs choses. J'ai fait du stand-up, je me suis inscrite à une école que je faisais le jeudi soir après Too Good To Go, qui était une école de, pas de journalisme, mais c'était en gros, on était sur un plateau télé et on faisait des chroniques, on s'entraînait à écrire des chroniques. Donc, tu vois, je faisais ça. J'ai essayé plusieurs formes. Et en fait, ce qui m'a ramené vers l'écriture d'un roman, déjà, c'est que j'écrivais, tu vois, j'écrivais mes petits trucs à côté et tout ça. Et puis là, on se retrouve à fin 2019. Je commençais justement à écrire 387 jours, donc mon premier roman. Et puis, bah, on le sait tous, il y a eu le Covid qui est arrivé début 2020. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir du temps parce que tu sors plus, comme tout le monde. Ouais. Et en fait, T'as j'ai plus eu les transports pour aller bosser. Ouais, c'est Enfin, ça. Et puis moi, je suis mm, rentrée chez mes parents en Normandie. Donc, en fait, bah, j'étais en Normandie avec eux. Autant dire qu'en Normandie, bon, bah, j'étais là, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bon, après, je suis pas une grosse fêtarde, hein. Je sors déjà pas trop à la base, mais tu vois, là, j'étais vraiment en mode, bon, bah, vas-y, en fait, mets-toi sur ce truc-là. Et donc, en fait, tout début 2020, j'ai écrit ce roman. Et je me suis dit, été 2020, il sort et tu poses ta dème en même temps. À cette époque, j'avais pas énormément de monde sur les réseaux sociaux. Enfin, si, faut le nuancer, j'avais peut-être, tu vois, 30 ou 40 000 personnes, donc c'est déjà chouette. ouais. Mais je veux dire, comparé à certains, tu sais, Mm. gros noms, c'est minime, quoi. Et je sais pas, j'ai, je suis partie de Too Good To Go, mais je l'ai fait. En fait, j'ai eu l'audace avec la sécurité, tu vois, dans le sens que j'ai pas tout quitté. Je savais pertinemment que j'avais le chômage parce qu'ils avaient accepté une rupture conventionnelle. Et ça, c'était un gros filet de Mm. sécurité. Et j'avoue, je ne l'aurais pas fait sans, tu vois. J'avais un petit peu d'argent de côté. Je me suis dit, si jamais ça merdouille, voilà. Et puis, on y revient, j'avais mon entourage qui était super. Alors, ils ont eu peur, hein, mes parents. Ils m'ont dit, t'es sûr que tu veux quitter un CDI pour écrire des livres? Et je leur ai dit, ouais, je le sens. Et j'ai posé ma dème. Et en fait, j'ai lancé le roman en juin 2020. Et en fait, j'ai eu la chance qu'ils se vendent en 24 heures. Il y a eu 900 ventes. J'étais là, mais c'est Génial. fou, Ouais. incroyable, tu vois. Via ta communauté, du coup? Comment? Donc là, dans petite part, tu les as vendus via ta communauté? Que ça. Là, Ok. j'ai vraiment fait que ça. J'ai vraiment. En fait, je leur avais. Bah, j'avais parlé comme je vous parle là, en fait. Ouais, Tu vois, à t'avais chaque teasé, fois. mais sans que ça soit du Ouais, marketing, tu quoi. vois, Mm. enfin, je leur montrais quand j'écrivais, je leur expliquais un peu de quoi il s'agissait, etc. Et je pense que ça leur a donné envie. Ouais. Et du coup, eh bien, j'ai posé ma dème, je suis partie en été et j'ai sorti ce livre. Et en fait, le premier été, il y a eu 5000 ventes, ce Génial. qui m'a permis d'en vivre étant donné que j'étais en auto-édition. Donc, du coup, la rémunération est beaucoup plus importante qu'en maison d'édition. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, j'ai même pas besoin de toucher le chômage dès le début, quoi. En fait, tout s'est aligné parfaitement. Alors, j'aime aussi dire un truc, c'est que tout s'est aligné, mais en fait, c'est aussi parce que j'avais semé Oui. toutes Oui, oui, il les y années. avait du boulot C'est hyper derrière. C'est important de le pas, dire. tu t'es pas réveillé un jour en disant, tiens, je vais sortir un livre et il y avait toute Exactement. la communauté, tout le travail. Ça a payé. Exactement. Et C'était la récolte de c'est tout ce que ça. tu avais semé et fait Et grandir. je trouve ça beau parce que ça prouve aussi que, comme je le dis, moi, j'étais pas du tout du milieu. Et c'est aussi la preuve que je suis pas partisane du quand on veut, on peut. C'est pas si simple. Par contre, je suis partisane de au moins si on essaye vraiment, ça peut réussir. Et ça, vraiment, je le dis parce que vraiment, si vous avez un projet, je vous envoie ma force et donnez tout jusqu'au bout parce que ça peut marcher en fait. Moi, je pensais jamais réussir à vivre de mes romans un jour. Et le fait est que, bon, bah, je vais continuer la temporalité, mais aujourd'hui, bah, je suis avec toi et j'ai la chance d'en vivre, tu vois. Mm. Et voilà, et donc Et après, bah, juste une petite question, du coup, à cette époque-là, donc tu dis, je démissionne. Enfin, donc en gros, tu fais une rupture co pour pouvoir avoir le droit au chômage, j'imagine. Et est-ce que tu as des peurs à ce moment-là? pas trop, parce que ma peur la plus concrète, c'était l'argent. J'avais peur financièrement de ne pas m'en sortir. Et en fait, je savais que j'avais le chômage et je savais que mes parents et que j'avais un petit peu d'argent de côté et que mes parents étaient là si j'avais besoin. Ouais. Et j'ai conscience que c'est une vraie chance aussi d'avoir un entourage solide. Donc, j'étais pas trop paniquée parce que je me suis dit, au pire, je me suis dit, tu te laisses 1 ou 2 ans et si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave. En fait, tu pourras le Ouais. revendre.
Parce que finalement, auto-éditer, c'est une entreprise, c'est une gestion d'entreprise. Donc, je savais que j'allais pouvoir me revendre d'une manière ou d'une autre et, euh, et que je retrouverais Quand du c'était taf bien. derrière. Donc, Ok. par contre, j'avais une peur émotionnelle de ne pas y arriver dans le sens que c'était tellement important pour moi d'avoir cette vie que j'ai aujourd'hui que je ne connais pas de quoi aurait été fait le multivers si j'avais pas eu cette vie, mais je pense que j'aurais pas été si heureuse. Après, on ne sait pas encore une fois, Ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai atteint un goal professionnel qui me rend vraiment heureuse. Donc, ça, j'avais un peu peur de ça. Tu t'étais posé la question de le faire éditer par une maison d'édition? Non, jamais. Non. Et tu vois, alors jamais parce que je voulais justement, en fait, j'ai compris que grâce à l'auto-édition, je pouvais cumuler cette créativité et en même temps Et ce côté l'entrepreneuriat? entreprise. Hmm. Parce que petit à petit, j'ai complètement fait évoluer. Donc, tu vois, quand j'ai sorti été 2020, je me suis dit, bah là, on va aller plus loin, en fait. Donc, en septembre, je suis partie faire une tournée. J'ai pris un van et je suis partie dans toute la France faire des dédicaces. Génial, Euh, hein, ouais. j'ai marketé le truc, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais ce métier est incroyable, je peux en fait, non seulement je peux être créative dans mes livres, mais je peux être créative dans le marketing. Donc, j'ai commencé à faire des marque-pages. Et puis, à Noël qui a suivi, j'ai fait des box de Noël. Et puis en fait, début 2021, je me suis dit, attends, mais parce qu'à l'époque, j'étais sur une plateforme d'auto-édition. Je me suis dit, mais en fait, je vais les faire imprimer directement. Donc, tout a évolué petit à petit. Je me suis dit, mais est-ce que je peux pas les faire distribuer aussi en magasin? Donc, j'ai commencé à appeler un magasin. Il m'a dit non. Deux, il m'a dit non. Trois, il m'a dit non. Quatrième, il m'a dit oui. J'ai dit, OK, donc en fait, ça peut marcher. Et puis, bah, petit à petit, j'ai continué comme ça, tu vois, et jamais, déjà, je vais être très honnête, aucune maison d'édition ne m'a jamais contactée, alors que Hmm. c'est surprenant quand même, Oui, pas, ouais, en- alors que maintenant, en effet, on en parlait en micro tout à l'heure. Je disais que j'avais interviewé c'est Sophie ça, Astrabi et Sophie, elle s'est lancée en auto-édition et en fait, son livre a cartonné, donc une maison d'édition l'a contactée. bah ouais. Mais Mm. moi, non. Mais après, peut-être que mon profil est très atypique, parce qu'en effet, sur les réseaux, déjà, je suis atypique. Et peut-être Et que qu'ils mes savent œuvres ne... qu'en fait, ouais, et en fait, ils savent que Ouais, et puis tu potentiellement, tu vois, en en vendras toute moins et que humilité, du coup, ils n'ont pas de valeur ajoutée à t'apporter, quoi. peut-être, et puis peut-être aussi en toute humilité que mon œuvre n'intéresse pas les maisons d'édition et j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Mm. Enfin, peut-être que c'est pas les sujets qui sont, c'est des livres qui sont assez crus, qui sont quand même assez vulgaires. La plume est, tu vois, j'ai pas les règles littéraires habituelles, même si Oui, mais c'est évidemment, peut-être pour ça aussi que ça plaît, parce qu'il en faut pour tout ah le bah je, monde. je Donc, pense, je pense. Mais c'est vrai que j'avoue avoir quand même une petite surprise parce que, et je le dis vraiment en toute humilité, j'ai quand même vendu 60 000 exemplaires. Et j'avoue que aucune maison d'édition m'a contactée. Encore une fois, si elle le faisait aujourd'hui, je refuserais parce que oui, de toute façon, j'ai maintenant, ça n'a plus plus de aucune sens. raison Ouais. de travailler Mm. avec eux. Euh, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est étrange. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Bon, après ça m'arrive de descendre un peu les maisons d'édition, donc peut-être qu'ils sont en mode un peu dégoût, et tu Ouais. vois. Donc Ouais. je suis là, enfin pas descendre dans le sens, je critique leur métier, mais dans le Mm. sens que moi je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils à notre disposition que les maisons d'édition sont parfois un peu désuètes, tu vois. C'est plus dans ce Oui, sens. oui, c'est sûr. C'est... Et pas, une chose qui est souvent rétorquée par rapport aux pas aux maisons d'édition, justement, par rapport à l'auto-édition, c'est que vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des médias, tu es beaucoup plus valorisé quand ton livre est sorti via une maison d'édition que quand c'est en auto-édition. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, c'est malheureusement vrai. Il y a pas à chier, hein, Non, non, c'est vrai. Mais pas que la presse, en fait, de manière globale, dans les librairies, dans le milieu de l'édition, l'auto-édition n'est pas bien vue. Parce que, en fait, on part du principe que si tu t'es auto-édité, tu n'as pas forcément suivi les règles littéraires. Mm. Donc, ta mise en page n'est peut-être pas la bonne, ta couverture n'a pas été faite, elle a été faite sur Canva vite fait. Tu n'es peut-être pas passé par une correctrice, etc., ce qui est le cas de beaucoup. Et c'est très, 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 très compliqué. Je vous raconte une petite anecdote. Je me suis pris la tête là avec des libraires parce que lorsque je propose en gros mes livres en magasin, on propose ce qui s'appelle un contrat dépôt-vente. Donc en fait, tu déposes ton œuvre et si jamais ils les vendent, ils te payent. Euh, Évidemment, tu donnes un pourcentage à la librairie. Donc le pourcentage varie entre 20 et 30%, ce qui est pas mal quand même, hein, tu vois. Surtout pour du dépôt-vente. Parce qu'ils Voilà. prennent pas. Ça veut dire qu'ils prennent pas de risque. Alors ils vont t'expliquer, oui, mais on prend de la place sur notre rayonnage. Oui, mais bon, voilà. Merci Charlotte, alléluia, alléluia. Oui, c'est exactement ça. Et en plus de ça, il faut savoir que moi, je les envoie en colissimo à mes frais, donc ils n'ont absolument rien à perdre et que derrière, je fais de la com sur les réseaux en disant,
Coucou les filles, Allez si vous là-bas. voulez, il y a la librairie du Schnock qui a les livres, vous pouvez les récupérer. Bref, je leur donne tous les arguments du monde et malheureusement, ils ne suivent pas. Alors, j'ai fait ce coup de gueule en story et il y a des libraires qui sont tombés dessus. Je me suis vraiment pris la tête avec une libraire qui m'a donné ces arguments que je vais vous redonner, histoire qu'elle ait son droit de parole à travers moi et qu'on ne pense pas que je détruise les librairies, parce que ce n'est pas le cas. Elle m'a expliqué qu'en effet, il n'avait pas du tout de temps et qu'il n'avait pas du tout d'espace. Ce à quoi moi j'ai répondu que je trouvais ça dommage que lorsqu'une personne t'appelle et te dit j'ai vendu 60 000 exemplaires, j'ai 150 000 personnes qui me suivent sur les réseaux, vous avez tout à y gagner, que vous ne preniez même pas le temps de dire envoie-moi un communiqué de presse. Mm. Elle a répondu à ça, oui, mais on n'a pas le temps. Donc j'ai dit OK. Et en fait, Ouais. on a constaté avec cette fille qui était très gentille, hein, enfin très intelligente, en tout cas, enfin vraiment l'échange était enrichissant. On a conclu qu'on n'a pas du tout la même réalité et qu'en effet, je pense que je ne me rends pas compte à quel point le quotidien des libraires est sans doute compliqué. Mais le fait est que je trouve ça dommage d'être fermé à l'auto-édition parce que pour moi, aujourd'hui, pour répondre à ta question de base, l'auto-édition, maintenant, il y a des auteurs et on en a plusieurs et j'espère en être la preuve qui réussissent en fait. Bien sûr. Mm. Donc il faut être capable de se remettre aussi en cause et de se dire attends, en fait, c'est une réalité et soit on est contre eux et du coup ils vont vendre en Mm. ligne, ils vont vendre sur Amazon, etc. Et du coup, encore une fois, on va perdre des parts de marché petit à petit s'éteindre. Soit on est avec eux et on remet en question notre système aussi et on intègre et on les. Ouais, il faut. Tu vois, j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle François Michalon. Lui, il a créé une maison d'édition un peu. Il a cassé les codes. En fait, l'idée, c'est de dire, ok, on sort un livre. Alors, c'est pas forcément un roman, mais pourquoi pas. Il fait acheter les droits. Enfin, il fait acheter. En gros, il dit, il va faire un partenariat avec une entreprise, je dis n'importe Ok, quoi, avec Renault. Renault va payer le livre, enfin payer ouais. l'auteur, et après le livre va être distribué gratuitement. Ah, ok. Et il dit, ouais, voilà, comme ça, ça permet de donner accès à certains livres qui ont une grande qualité, mais que les maisons d'édition C'est bien. traditionnelles. Ouais, ouais, c'est intéressant comme façon. Il y a beaucoup quand même de côté vieille école hein, dans les maisons Ah bah, il y d'édition. a un côté Enfin, très élitiste, hein. Ça, il faut en avoir conscience. Il y a un côté très, très élitiste. Et encore une fois, je le souligne parce que je veux vraiment nuancer mes propos, ce que j'avais pas fait la première fois et c'était une erreur de ma part. Je pense qu'aussi, il y a une réalité qu'on ne connaît pas, tu vois. Moi, vraiment, lorsque j'ai parlé avec cette libraire, elle me disait, mais tu te rends pas compte de notre quotidien. Et en effet, je pense que je ne me rends pas compte de ce quotidien parce que moi, les arguments qu'elle me donne, pour moi, c'est juste anti-business, tu vois. mm, Et je pense qu'en fait, il y a des enjeux dont je n'ai pas connaissance. ouais, Il y a des enjeux avec des maisons d'édition, les libraires avec les maisons ouais. d'édition, ils ont des contrats, ils ont des objectifs de vente, etc. Bref, je pense que c'est plus compliqué. Mais, je me permets quand même de souligner le Mm. mais, aujourd'hui, je travaille avec 200 points de vente. Euh, et donc, dedans, il n'y a pas beaucoup de librairies, il y a beaucoup d'espaces culturels. Euh, mais il y a des librairies. Quand Il y a tu dis peut-être espace culturel, c'est quoi, par exemple? Carrefour, Leclerc, Super U, des choses Ok, comme ça. ouais, Et évidemment, c'est plus facile pour eux d'intégrer des personnes auto-éditées parce que, en fait, eux, c'est pas sur le non alimentaire qu'ils font ouais, de la marge. Donc, en fait, ils s'en foutent mm, en soi. ouais, Mais le fait est que eux, ils acceptent. Pas, mm, pas facilement, mais ils acceptent. ouais, Et que les librairies, j'ai quand même une petite vingtaine de librairies. Donc, c'est la preuve que lorsqu'ils le veulent, ils arrivent quand même à l'intégrer dans leur mm, circuit. J'imagine que c'est compliqué parce qu'en fait, ça demande de complètement changer son état d'esprit voilà, et je pense, et là encore une fois, je le dis en toute humilité, être un peu précurseuse mm, sur le marché. Tu vois, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'auteurs auto-édités qui souhaitent rester auto-édités et en fait qui sont leur propre maison ouais, d'édition. Donc je pense que je suis un peu en train de venir avec un mode oula, mais c'est qui elle qui débarque? Donc mm, je pense que ça leur plaît pas trop, mais je pense que je vais pas être la seule. Et je ouais. pense de plus en plus, exactement comme dans la musique, que maintenant les gens s'autoproduisent et sont leur propre label. Je pense que ça va être ça pour beaucoup, beaucoup de milieux artistiques en fait. J'en parlais avec un auteur auto-édité de romans aussi qui me disait qu'il y avait même maintenant des salons de livres auto-édités. Ouais, Donc, tu as le salon du livre traditionnel et puis tu as le salon du livre auto-édité ouais, c'est bien. pour un Mais contre-courant, quoi. il y a même des librairies auto-édition, mais tu vois, le souci que j'ai avec ça, alors c'est chouette parce que ça donne de la visibilité, mais c'est qu'encore une fois, on distingue les deux. C'est comme Oui, mais si, oui, on est d'accord. c'est comme Mm. si, tu vois, les Il y a deux auto-éditions, mondes. alors qu'en fait, il y a des. Enfin, et encore une fois, je me permets de souligner à chaque fois que c'est en humilité parce que j'ai pas envie qu'on pense que j'ai le boulard, mais
Mais tu vois, moi, j'ai vendu 60 000 exemplaires, j'ai vendu plus que certains livres Bien qui sûr, sont en maison mais d'édition. bien Et ça entendu. ne veut pas dire que mon œuvre est incroyable, mais ça veut Mm. dire qu'elle intéresse, tu vois. Oui, Évidemment, oui, pour il les y a un 60 public. 000, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Ouais. Mais ce Parce qui est que tu n'as important, pas 60 000 amis et, et personne dans ta famille. non, 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 Non. j'avoue que je suis sociable, mais pas à ce point. Non, mais c'est important de le dire, tu vois. Mm. Et de la même manière qu'il y a des livres en maison d'édition qui se vendent à des milliers d'exemplaires et qui ne sont pas considérés de ouf dans la sphère Ouais. littéraire. Ce qui, ça aussi, me rend Oui, ouf. façon c'est, ouais. Très élitiste. Alors Ouais. que, et puis élitiste, et puis sans doute une petite part de jalousie, tu vois, parce que quand je vois, comment elle s'appelle? Oh, mince. Camille, tu sais, très, 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 très connue, celle qui fait de ce qu'ils appellent des livres de chevet, là, je sais plus. Enfin, bref, elle est Je dénigrée sais pas. alors que cette fille-là, je crois qu'elle a la vingtaine et qu'en fait, elle a réussi à créer des livres qui plaisent. Alors, oui, entre énormes guillemets que vous ne voyez pas, c'est des petits romans, tu vois. Sauf qu'en fait, elle explose le marché. C'est Mm. l'une des top 10 auteurs et elle se fait dénigrer par le milieu littéraire parce que, soi-disant, ces livres, c'est de la Mm. petite romance, tu vois. Mais en fait, arrêtez de dénigrer. Elle vend et si elle vend, c'est que les gens, ça les Ouais, c'est intéresse. qu'elle divertit, ça les intéresse. Ouais, ouais. Et il faut pas, tu vois, il n'y a pas être Et puis élitiste, quoi. parfois, tu vas avoir envie de te lire un livre un peu costaud, parfois tu as envie de légèreté, enfin, et puis Et parfois, chacun, tu veux que lire de et la puis parfois légèreté. c'est ce que j'allais dire, c'est ce que Et j'allais puis dire, voilà, tu vois. parfois tu as Enfin, juste envie de lire, ouais, mais bon, mais bon, ça y est, c'est dans beaucoup de milieux artistiques, oui, hein. Tu sais, c'est comme le dédain du milieu de cinéma pour les plateformes de streaming ouais, ou la télé. Enfin, tu vois, malheureusement. Mais bon, je te dis, les ça choses avance, changent oui. par défaut avec des gens comme moi qui s'autoproduisent et qui réussissent, en fait. Ouais. Et alors du coup, donc là, aujourd'hui, donc tu continues à écrire des romans, tes romans. Et à partir de quand tu t'es dit que tu allais aider alors j'allais dire les écrivains, romanciers à auto-éditer leurs livres? Oui, parce qu'en gros, j'ai créé une plateforme qui s'appelle La Bonne Édition, où en effet, on accompagne des auteurs en auto-édition. Eh bien, en fait, ça a été assez rapide parce que lorsque j'ai auto-édité, je pense que, et là aussi avec humilité, je suis devenue vite une référence vu que j'ai réussi à vendre. Donc, du coup, rapidement, j'ai eu des gens qui sont venus me contacter en privé et qui m'ont dit comment tu fais pour auto-éditer. Donc, au début, tu vois, je répondais, mais en fait, je me rendais compte que c'était trop long. Je faisais une vidéo YouTube sur le sujet, mais en fait, ils ne la voyaient pas. Donc, et je me suis dit, bon, c'est un peu pénible en vrai, parce que j'ai envie d'aider les gens, moi, mais je peux pas, ça me demandait trop de temps. Et puis en plus, je me suis aussi rendu compte que mon expertise n'était pas rémunérée et que Mm. en fait, je Ouais. commençais à cumuler les compétences quand même, parce que Mm. ça fait 5 ans que je fais ça, donc je me suis dit, là, je sais vraiment comment ça fonctionne. Et en fait, bah, autant que je le partage. Donc, on a créé la bonne édition euh, où on accompagne les personnes qui s'auto-éditent. C'était aussi très important pour moi de le faire à des prix très accessibles parce que sur le milieu, enfin dans le milieu de l'auto-édition, il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont proposés, de plateformes et qui proposent des choses à des milliers d'euros, ce que je trouve scandaleux parce que, et vraiment, je vous le dis, écoutez bien, ça ne coûte pas cher de s'auto-éditer. Vous n'êtes pas supposé sortir des milliers d'euros en auto-édition et si c'est le cas, c'est qu'on est en train de vous arnaquer. Et moi, tu vois, ma conférence, carrément, la meuf, ça y est, mon TEDx. Non, tu vois, ma discours. Un jour, c'est possible Ah si là, c'est comme ton on dit en rêve. Bretagne, hein, on verra. Euh, Moi, j'ai réussi à atteindre ce rêve, c'est c'est vrai? faisable. Ouais. Waouh! Tu Mm. l'avais fait sur quel thème? Je n'ai plus peur du dimanche soir. Mais oui, je l'ai vu en plus, Mm. ton truc. Je l'ai vu sur ton. Et c'était bien, t'as pas trop stressé et tout? Ah, c'était. Alors, si, tu stresses de fou. Alors, pour les gens qui connaissent pas le TEDx, c'est une conférence inspirationnelle. T'es 18 minutes max sur scène, sans slide, sans notes, sans. À poil, en grosso modo. Mais enfin, j'ai adoré. Moi, enfin, j'adore être sur scène. Donc, non, C'est chouette, c'était félicitations. incroyable. C'est Merci. c'est Donc un beau c'est possible. investissement. Un jour je me suis dit j'ai envie de faire un TEDx. J'ai regardé dans ma ville où est-ce qu'il y avait des, enfin quand est-ce qu'il était. J'ai contacté les organisateurs et puis je me suis dit bah pourquoi pas moi. Et t'as vu des vraies répercussions après sur ton business, sur des choses, ou c'était plus un accomplissement personnel?
Il y a forcément, je pense, un impact business, mais je l'ai fait en mode accomplissement personnel. Après, si tu veux, je l'ai fait en mai 2022. Il a été diffusé en septembre 2022 à peu près. Ok. C'est le moment où le père de mes enfants m'a quitté et je me suis pris un Ah, tsunami dans la figure. ah, Donc voilà. Donc du coup, il y a sûrement eu des répercussions, mais on va dire que c'était pas une époque où j'étais dans une où tu énergie pouvais les incroyable. accueillir. Ouais. Voilà. Enfin, si j'accueillais, mais bon, Mais je vite fait, t'avoue quoi. que je suis un peu Bonjour. anesthésiée de certaines choses à l'époque. Donc c'est toujours, enfin après c'est, tu vois, quand je le vois, je suis toujours, enfin, je suis fière de moi parce que, Oui, en plus je m'étais tu fait peux. coacher. En fait, on en parlait avec des personnes. L'expérience TEDx, on fait une petite parenthèse pour ceux qui un jour ont envie d'en faire un. En fait, en fonction de l'endroit où tu le fais, c'est pas du tout la même expérience. C'est-à-dire Mmh. que j'en parlais avec une copine qui s'appelle Juliette Soisiac, que j'ai interviewée dans le podcast et qui va être bientôt diffusée. Juliette, elle l'a fait à Cannes, au Palais des Festivals. Elle a eu un accompagnement genre de plusieurs mois avant, avec Ah des ouais, coachs de prise de parole, de scénographie. Enfin, vraiment, l'expérience de fou. bah Par ouais. contre, après, ils se sont complètement foirés. Ils ont mis 1 an pour diffuser Ah oui. le truc. Moi, je l'ai fait avec Euromède Marseille, donc qui est une école, enfin qui est Kedge maintenant, Ok. Kedge Marseille. J'ai eu aucun accompagnement, vraiment aucun Ah, c'est accompagnement. Du coup, dommage. moi, je me suis financée et offert un coach, quelqu'un juste d'exceptionnel, Eric Salomon pour le citer, parce que vraiment, il a été top. Je l'ai contacté en lui disant, bah voilà, c'est lui qui avait, il avait coaché Stanislas Gruot, qui est un entrepreneur qui était passé dans Qui veut être mon associé. Ah bah tu sais quoi, j'étais hier chez M6 pour qui veut Ah, être mon associé. trop Bah oui, bien! parce que ça ressort mercredi. Bah dis donc, et ça ressort demain. Ouais, Et du coup, ils ont fait une avant-première et on était avec les équipes. trop. Parce que du coup, tu vas passer dans Qui veut Non, être moi, mon j'y associé? passe pas, mais on était en mode avant-première. Tu sais, ils montraient Ok, l'émission, d'accord. on pouvait en discuter, Trop bien. etc. Et du coup, ouais, ils m'ont invité. C'était très sympa. Trop cool. Ouais, Et très Stan, intéressant. donc du coup, il avait son pitch qui était enfin, qui a été Ah vraiment oui. repris dans la presse en mode incroyable. Et je lui dis, mais c'était qui ton coach? Et donc voilà. Donc bon, Eric a accepté de me faire un. Alors Stylé. j'ai payé, mais pas, c'était pas du pro bono, mais bon, par rapport à ses tarifs habituels, je pense que c'était, oh, voilà. Et après, par contre, la diffusion, moi, ils ont été plus cool. Donc c'est vraiment hyper important de se dire comment tu vas être accompagné, en tout cas de te préparer, ça c'est sûr. Et puis aussi de veiller à comment ça va être filmé. Parce que typiquement, parfois, tu vois des TEDx, limite, tu es dans une mauvaise salle, tu n'as Ah pas de ouais. scène, tu n'as pas de micro. Donc, c'est vraiment important parce que c'est un investissement de temps, hein, de Bien se sûr. Et puis préparer et tout. d'argent, visiblement. Et d'argent potentiellement, parce que pas pour tout le monde, c'est de s'assurer que tout soit OK parce que maintenant, il y a un peu à boire et à manger. Et Donc, c'est c'était. la petite parenthèse. Non, mais t'as raison. Et tu l'avais fait devant combien de personnes, toi? Honnêtement, je pourrais pas te dire. La salle était pas incroyable. Enfin, la salle était canon au niveau scénographie et compagnie. Il y avait pas une foule incroyable, mais bon, c'est pas grave parce que tu vois, tu Ah, mais t'éclates à faire ton non, truc mais et puis après c'était de c'est la curiosité, hein. filmé. Ouais, non, je pourrais pas te dire le nombre de personnes. C'était pas après non plus un TED ou les TED où tu as des centaines. Oui, 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 oui. Et puis c'était en 2022, donc on était fin de Covid, tu vois, c'était encore le truc. Alors on n'était pas les personnes séparées, mais c'était pas. Les événements, c'était quand même vraiment mai 2022. C'était pas encore un truc où il y avait beaucoup de monde qui revenait aux événements. Mais c'est Mais génial que voilà. tu aies fait ça. Ok, trop bien. Bon, Donc du coup, donc tu oui, disais, donc moi on je y disais retourne. quand je fais des visios avec les auteurs en Des auto-édition, conférences, ce n'est pas du voilà, coup une conférence, mais voilà. on est sur des visios d'1 heure et tu vois, et 1 heure où je te dis, en gros on met en place un plan d'action ensemble et où je te donne tout ce que j'ai appris moi de l'auto-édition et où surtout je le mets par rapport à ton projet pour Mm. t'aider toi à évoluer. Il me semble qu'aujourd'hui la visio d'1 heure elle est à 80 euros. Je pense que c'est extrêmement raisonnable quand tu sais que ça va t'apprendre, enfin, tu vois. Et Ouais. pareil, la publication, donc c'est-à-dire ton œuvre est terminée jusqu'au moment où on l'imprime, on prend tout en charge, donc les mentions légales, les machins, les bidules. Je crois qu'on est à 100 euros pour la version papier, tu vois. Donc ça reste très très raisonnable. Et pour moi, c'est très important ça, en fait. C'est très Mm. important parce que je sais que j'ai créé un lien de confiance avec les gens qui me suivent sur la maman de tes copines. Et pour moi, la confiance, c'est très précieux. Quelqu'un qui est assez loyal, qui est assez juste. Ouais. En tout cas, je l'espère. Et je sais que si elles viennent me voir moi, c'est parce qu'elles me font confiance, en fait. C'est Mm. parce qu'elles savent que je ne vais pas les arnaquer. Et c'est le cas. Et donc, du coup, c'était vachement important pour moi de ne pas mettre des prix trop élevés et abordables, quoi. Même Trop chouette. peut-être trop bas, d'ailleurs.
Donc, du coup, tu as des choses que tu vends du coup en ligne. En gros, les gens sont autonomes. Tu as aussi de l'accompagnement individuel. Alors, sur la bonne édition, en gros, on a différentes étapes. On a en effet l'étape numéro un, où Mm. là, on va dire, tu es vraiment en train de commencer ton œuvre et tu es vraiment en train d'écrire. Donc, sur cette partie-là, on va faire le visio et je vais te dire, OK, t'inquiète pas, Charlotte, je vais te donner toutes les prochaines étapes. Parce que souvent, c'est ça, en fait, c'est que les gens ne savent pas ce qui se passe Mm. et donc ils ont peur. Et cette peur est un peu entretenue justement par les plateformes, Mm. etc., parce que ça les arrange bien de garder le flou. Donc moi, je lève le flou. Je te dis, voilà, il se passe ça, à cette date-là, tu vas faire ça, à cette date-là, tu vas faire ça, jusqu'au moment où tu tiens ton livre dans tes mains. Donc ça, c'est la première étape. Après, bah, je te laisse écrire. Je te laisse faire ta couverture aussi, parce qu'il y a forcément toute cette étape-là. Donc nous, si besoin, on peut vous mettre en relation avec des graphistes, avec des correcteurs, des bêta-lecteurs, en qui j'ai entière confiance, parce que ce sont des correcteurs avec qui moi, je travaille pour mes livres. Ouais. Euh, donc, je les recommande les yeux fermés. Ouais, la Et correcteur, je fais une parenthèse, c'est hyper important parce que d'avoir des gens pros, parce que moi, très difficile à trouver, hein. ouais, mon premier livre, je dis mon premier parce que les autres ils sont dans les cartons en cours. Mon premier livre, il a été auto-édité et du coup, bon bah il y avait un relecteur. Enfin, il n'a pas été auto-édité, il était édité par une maison d'édition. Donc il y a eu un correcteur qui a été financé par la maison d'édition. Mais je connais quelqu'un qui s'est lancé en auto-édition, qui a pris un correcteur. Mais il y avait plein de coquilles, malgré le fait d'avoir investi dedans. Donc c'est vraiment important C'est d'avoir très, quelqu'un très, de très difficile de trouver un bon correcteur, hein. En fait, ouais, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de formation pour être correcteur. Donc, c'est que mm, chacun peut à s'auto s'auto-nommer, proclamer. Ouais. proclamer, voilà, euh, correcteur. Donc, n'hésitez vraiment pas, en vrai, à nous envoyer un mail et nous, on vous met en lien directement. Là, c'est pas payant, ce truc-là. Donc, vous pouvez nous envoyer, nous, on vous mettra en lien. Euh, Et oui, c'est assez compliqué de trouver un bon correcteur. Alors, c'est normal qu'il y ait des coquilles. Il y a toujours des coquilles, même dans les Oui, plus grandes œuvres, hein. Vous ouvrez Harry Potter, ouais. il y a toujours des coquilles. Mais bon, qu'il y en ait Oui, il deux, y a trois coquille dans et un livre, coquille. ok, Oui, c'est et ça. que tu en as à toutes les pages, ça, c'est pas Ouais. normal. Donc ça, faites bien attention. Et en effet, nous, on va vous mettre en lien avec des personnes qui sont compétentes. Et puis, une fois que votre livre est mis en page et que tout est... Donc ça, je vous donne les détails, je vous Mm. explique, quoi. Eh bien, là, vous me dites, ça y est, mon livre est terminé. Et nous, là, on passe à toute l'étape, en fait, de la publication. Donc, on va regarder ensemble, d'un point de vue légal, ce qu'il faut mettre en place. Et puis, on va vous aider sur le choix du prix. On va vous aider sur le petit code barre, des petites conneries comme ça Ouais. auxquelles on ne pense pas. Ah, mais ouais, qui sont importantes. Ouais, qui sont importantes. Et Les surtout, rubriques aussi pour le référencement, parce que ça, c'est un vrai. J'avais commencé à me renseigner sur justement bah, le référencement sur certaines plateformes et t'as plein de micro-détails auxquels il faut penser. Et si tu n'y penses pas, bah voilà, en fait, ouais. c'est ce qui fait que ton livre, Bah, nous, personne va le voir. on propose en effet le référencement. Donc, pour expliquer, il y a une différence qui est très importante et d'ailleurs qui est souvent floue dans les plateformes parce qu'ils te font payer ça très, très cher. Il y a une distinction entre le référencement et la distribution. La distribution, c'est ce dont on rêve tous, à savoir être dans les rayons et que tu puisses retrouver tes œuvres dans tes rayons. Le référencement, je vais être très honnête avec vous, c'est très simple. C'est une seule plateforme qui référence 500 librairies et tu mets sur cette plateforme-là ton œuvre et elle est référencée. Donc, c'est-à-dire que tu peux le retrouver dans le logiciel de l'ordinateur du libraire. Ouais. Ça, ce référencement-là, qui est sur une plateforme, ils le font payer des centaines d'euros. Parce que les gens Ouais, pensent que le référencement, c'est la distribution. ouais. Et du coup, ils disent, oh, je Ah, ils suis le dit, font payer, ça? bien sûr. Ah, Et, je le- savais pas. D'accord. ils le font payer des centaines d'euros parce que tu dis, je suis distribué dans 5000 librairies, tu es trop content. Mais Ouais. non, en fait, tu es Bah, référencé. ton ego est content, mais T'es bon, voilà, quoi. référencé dans 5000 librairies, ce qui est très bien, hein, mais Ok. ça n'a rien à voir. Qu'ils le fassent payer, moi, nous, on le faisait payer, enfin, nous, on le faisait dans une offre globale avec tout plein de Ouais. trucs, mais ça ne me choque pas qu'ils le fassent payer. Moi, ce qui me fasse payer, ce qui me fasse choquer, c'est le prix à laquelle ils le font payer, tu Ouais. vois. Bref, donc, nous, on fait tout ça. En gros, on fait votre référencement, on vous accompagne jusqu'à notre plateforme d'impression à la demande. Et en gros, bah, vous n'avez plus rien à Qui n'est du gérer. coup pas Amazon pour ceux qui en a Alors, qui se posent la si question. vous pouvez le mettre Si? sur Amazon, si vous décidez de le mettre Non, sur non, ce que je Amazon, disais, ta plateforme d'auto, enfin, ce que toi, là où tu vas imprimer, c'est pas Amazon. alors, moi, c'est différent. Alors, en gros, il y a deux choses. Pour les Mm. auteurs qu'on accompagne avec la bonne édition, si vous souhaitez mettre votre œuvre sur Amazon, on vous la met sur Amazon parce que c'est votre décision et moi, ça ne m'engage pas. Pour mes livres à moi, je ne passe pas par cette plateforme-là. Moi, j'ai mon site internet, donc je fais imprimer mes romans dans une imprimerie et je les distribue, enfin, je les référence du coup sur mon site internet où les gens peuvent acheter sur mon site internet. C'est pas le même cheminement que ce qu'on fait avec la bonne édition. Et moi, en effet, d'un point de vue éthique, j'ai décidé de ne pas les mettre sur Amazon.
parce que je n'ai pas envie d'entretenir ce marché-là, mais c'est vraiment purement Mm. personnel. Euh, bon, c'était un choix risqué parce que Amazon fait beaucoup de ventes. J'ai encore rencontré hier soir un jeune homme qui me disait qu'il avait édité en maison d'édition et qu'il avait vendu genre 30 000 livres, donc c'est énorme. Et il me disait rien qu'avec Amazon, il en a vendu entre 8 et 9 000. Parce qu'Amazon, c'est une très très belle vitrine. Moi, Ouais. c'est une vitrine que j'ai pas envie d'entretenir d'un point de vue éthique. Et le fait est que, encore une fois, c'est des choix, mais j'ai réussi à en vendre 60 000 sans Amazon. Après, je comprends ceux qui décident d'aller sur Amazon. Mais là, c'est votre stratégie. Enfin, là, pour le coup, je Oui, ne oui, c'est juge ça, c'est personne. soit et choix. Voilà, c'est. Ouais, C'est ok. vraiment. Après, attention aussi, parce que moi, j'ai des auteurs qui sont sur Amazon et ils vendent pas plus pour autant. Enfin, on y revient. Mm. Ce qui fait vendre, c'est derrière votre stratégie de marketing, de Oui, de communication, toute hein. façon, l'auto-édition, enfin, il fait même temps l'édition aussi tout court. Quand tu te lances, si t'as pas de communauté, enfin, de toute façon, c'est. Oui, c'est compliqué, mais c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais créé La Mormone de tes copines 2 ans avant de sortir un projet concret. Tu vois, même si Ouais. je savais pas exactement si ça allait être un livre, un spectacle ou quoi, je savais qu'il fallait que j'anticipe. Déjà, parce qu'en termes de stratégie, je trouve ça hyper intéressant de montrer aux gens bah, toutes les galères, etc. Et deux, parce que je savais que si je voulais en vivre, il fallait que je crée mon public entre énormes guillemets, quoi. Ouais. Comment t'écoutes ton intuition? Ah, c'est marrant cette phrase. Euh, Alors, déjà, je la distingue vraiment du personnel, du professionnel, parce que le personnel, c'est plus compliqué. Mais oui, c'est quelque chose, je pourrais pas t'expliquer, c'est difficile comme question, mais c'est quelque chose que je sens en moi, tu vois. Il y a des trucs où je sais que c'est le bon moment, je sais que c'est le truc à faire, et surtout, je sais quand c'est pas le truc à faire. Et c'est limite Mm. plus important. Des Bah oui, fois, clairement. Mm. des fois, on ne sait pas ce qu'on veut être, mais on sait ce qu'on veut pas être. Mm. Et vous voyez, je vous parlais de l'exemple d'Amazon. Je savais pas si c'était une bonne idée de pas les mettre, mais je savais que je voulais pas être une personne qui entretient ce truc-là. Et en fait, ça aide vachement dans les choix. Mais c'est marrant, je la questionne pas. Juste, tu sais, c'est un truc vraiment où je me dis, ça, c'est le bon choix. Je le sais que c'est le bon choix, tu vois. Mais je serais curieuse, c'est une question que tu poses à tous Ah, tes... toujours. Ouais, je la pose toujours cette question. Ouais, bah, tu vois, c'est très difficile parce que c'est tellement un truc qui est impalpable, Mm. qui est en nous, que c'est comme s'il y avait un truc qui te disait, tu sais, tu sens le feu en toi qui dit, ah là, c'est le bon truc. Attends, excuse-moi. Attends, T'inquiète. j'arrive. Excuse-moi, j'arrive. Ça Ah bah sonne. voilà. Je couperai. J'arrive. Alors écoutez, on est ensemble, elle est partie. Donc c'est le moment. J'ai pas de blague en vrai. Je pense qu'elle va couper en plus. Excuse-moi. Non, je t'en prie, t'inquiète. Couperai. Attends, je vais marquer à 1 heure coupée. Mais Hop. c'était parfait parce que la question était difficile, ça m'a permis de réfléchir, tu vois. En fait, tout Ok, ça, parfait. c'était C'était volontaire. tombé au bon moment. C'est J'ai ça. envoyé ça dans l'univers. Non, puis j'ai pas réfléchi. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué l'instant parce que j'ai un peu l'impression que c'est un espèce tu sais, de sixième sens. Et en fait, j'y crois vraiment d'ailleurs à ce truc-là. Et je pense que dans notre société, on s'est un peu coupé de toutes nos énergies. Et on est rentré dans le système classique, métro, boulot, dodo. Et, Mm. et en fait, quand tu t'écoutes quand même, c'est hyper cliché ce que je suis en train de dire. Mais il y a des moments où tu sais, je peux pas, tu sais, genre, je pense que les gens qui écoutent, ils disent, mais oui, il y a un truc où tu sais. Vous voyez, quand je suis partie T'es et t'es venu me connecté. voir T'es là, connecté à un c'est truc ça. plus grand que toi. Mm. Tu sais, mon papa, il m'a dit, t'es sûr, tu veux quitter ton CDI et tout. Je dis, papa, je sais que c'est le bon moment. Je sais pas si ça va marcher, ça, je sais pas. Mais je sais que tout ira bien. On peut y aller. Tu vas dire, Mm. ça va aller. Ouais. Et, euh, et ça, ouais, c'est quand même très précieux. Mais
nos instincts. Et alors, bon, alors je vais être un petit peu féministe en disant ça, mais j'ai l'impression que nous, en tant que femmes, on a une intuition qui est très, très développée. Bon, je ne suis pas un homme, donc si ça se trouve, les hommes qui nous écoutent doivent dire, bah, moi T'en as aussi. un, après, tu vois, typiquement, je pense à David Gurley que j'ai interviewé, qui est un homme juste, enfin, sa vie est un roman. Il est incroyable. Il a été proche collaborateur de Bill Gates pendant 15 ans Waouh, au début de Microsoft. Il a monté cool. la boîte, la première entreprise, enfin, la première licorne créée par un Français au monde. Ok. Donc, entreprise valorisée plus d'1 milliard. Il a une humilité, une simplicité. Ah oui, Enfin, non, mais évidemment qu'il y a des il est gens géniaux incroyable. en homme aussi, hein. Et lui, donc c'est un homme, et il a et justement, tu vois, il te dit, bah voilà, quand je suis allée, enfin, je suis allée chez Microsoft, il avait été chassé pour deux jobs au sein de Microsoft. En fait, tu sens vraiment il écoute son intuition. Mais parce que je pense qu'une des clés, c'est de laisser de l'espace à l'écoute de son intuition. Oui, c'est Tu vois, ça. typiquement, il disait qu'il faisait beaucoup de sport. Et souvent, tu me demandais si c'était une question que je posais souvent, et en effet, je la pose à tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui disent, bah moi, je l'écoute quand je suis au calme, en fait, quand je suis apaisée. Parce que si dans ta tête, tu vois, typiquement, bah, quand tu es en burn-out, tu as un essaim d'abeilles dans la tête, Ouais. ton intuition, tu l'écoutes plus du tout. Non, En tu fait, tu sais peux plus ce plus que tu dois l'écouter, tu n'es faire. pas capable de Ouais. l'écouter. Et du coup, tu vois, d'ailleurs, dans la méthodologie que j'ai créée, une des premières étapes, c'est de pouvoir justement poser ton mental, en fait, Ouais, et c'est bien. pouvoir te reconnecter à qui tu es. Oui, donc non, c'est peut-être, pour revenir, c'est peut-être pas, mais j'ai l'impression que les femmes quand même ont une intuition plus dans le personnel. Tu sais, moi j'ai des histoires Oui. de fous, Mm. bon là on s'égare un petit peu encore une fois, mais de meufs qui disaient, mais en fait je le sentais qui me trompait. Je n'ai vu Ouais. aucun, Mm. tu sais, aucun truc, mais je le sentais. Et ça, c'est Oui, quand même, oui, c'est je vois souvent, bien, je vois bien de quoi tu tu parles. vois? Non, mais Oui, je c'est vois bien, ouais. incroyable, c'est Mm, incroyable ça. Et souvent, bah, c'est des histoires de femmes. Alors, est-ce que c'est le hasard? Parce que je veux pas encore une fois faire de trucs mm. genrés. Oui. Et si ça se trouve, les hommes, c'est exactement pareil. Après, est-ce que les femmes, on n'en parle pas plus, tu vois, C'est aussi. Tu peut-être vois, on aussi. Est-ce assume qu'elles seraient plus pas plus aussi. trompées aussi? Non, je plaisante, mais Joker. Mais en tout cas, en tout cas et c'est vrai que c'est un peu biaisé ce que je dis parce que je fréquente plus de femmes que d'hommes. Donc, par défaut, j'ai le Mm. retour de plus de femmes que d'hommes. Mais tu vois, j'écoute aussi des podcasts et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a une intuition féminine Ouais, qui est le puissante. féminin, oui. Ouais. Mais Oui, oui, c'est après, sûr. chez les hommes, sans doute. En tout cas, ce qui est certain, et pour revenir à ta À la question, base, c'était les sorcières, hein. Enfin, tu vois, ben il y a plus oui. de Ah sorcières bah que de oui. sorciers. Ah bah oui, oui, oui. Mm. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que oui. Et oui, voilà. Et du coup, je pense que moi, j'ai beaucoup de chance. Enfin, je sais pas si c'est une chance, mais je le considère comme une chance. C'est que moi, je vis seule, j'ai pas d'enfant. Donc, je suis ma propre responsabilité. Bah, c'est une Et chance à partir du moment où c'est ton choix. c'est mon choix. Mm. Et en fait, bon, je trouve ce monde pas facile à vivre. Et moi, je sais que ma santé mentale est très, très, très précieuse. Et je sais que j'ai besoin, c'est peut-être de l'égoïsme, mais j'ai vraiment besoin de me centrer sur moi. Donc, moi, je fais énormément de sport. Je me balade avec mon chien dans la forêt. Tu vois, j'habite à 1 heure de Paris. J'habite en pleine campagne. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Je suis à Paris très souvent. Tu vois, il y a encore, je te disais que j'étais à M6. Ça me fait plaisir d'aller aux soirées, de voir machin et tout. Mais j'oublie jamais, tu vois, moi, c'est ma famille, mes amis. Mm. Euh, et, euh, et c'est peut-être pour ça que mon intuition arrive à s'exprimer. Ouais. Et là où je rejoins ce que tu me disais, c'est qu'en effet, je pense que quand tu as l'esprit brouillon, tu peux pas, tu peux plus en fait. Tu sais, Mm. t'as même des difficultés à juste vivre ton quotidien. Enfin, j'ai eu la chance de jamais faire de burn-out, mais j'ai l'impression que c'est ce qui ressort beaucoup Ah bah tu du subis ta perpier vie en en fait. fait. Ah bah ouais, enfin, tu coules. C'est Ah oui, même oui, tu coules. c'est et c'est vrai que on est, enfin, moi, je vais parler en tant que femme, encore une fois, mais j'ai des femmes autour de moi qui ont des enfants, qui ont un job, qui ont envie de réussir leur carrière, qui sont femmes. Et je me dis, C'est hyper difficile. mais comment elles Mm, font? Mais vraiment, mais je vous le dis premier degré, moi, mm. je vous respecte. Et tu vois, moi, je ne crois ne pas vouloir d'enfants, mais pour l'une de ces raisons. En fait, je trouve ça remarquable d'être capable de se faire passer après un autre être humain, tu vois, vraiment.
Alors, je vais reformuler parce qu'en fait, si tu permets, Vas-y. moi, j'ai fait mon burn-out en étant directrice marketing monde avec 2 enfants en bas âge. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est qu'avant, si tu veux, j'avais un conflit de valeurs internes qui était je veux avoir mon job, réussir, je suis ambitieuse et compagnie, et je veux être une bonne maman. Et donc, j'avais un espèce de tiraillement interne. Ouais. Et donc, c'est pas la cause du burn-out, mais ça contribue au mal-être Ah oui. et aussi au sentiment d'insécurité. Et aujourd'hui, si tu veux, l'idée, c'est de dire que c'est comme dans l'avion, la première personne à qui tu vas mettre le masque à oxygène, c'est à toi. Hum. C'est du coup que toi, tu sois bien pour être bien Ah pour oui. ton entourage. Et c'est ce qu'on appelle l'égoïsme positif, c'est de Ah dire que oui. on a été éduqués dans une société où les femmes ont ce qu'on appelle le don de soi, c'est les autres avant elles. Et ben Ok. non, en fait, c'est nous avant nous. Et tu vois, j'en ai souvent parlé dans le podcast quand on s'est séparés donc avec mon ex-mari, ça a été un tsunami en tout cas pour moi parce que mon inconscient savait, mais mon conscient n'avait pas envie de voir. Et je me rappelle de maman qui me dit: Ah, tu sais, Charlotte, la priorité, c'est les enfants. Et je lui dis: Non, maman, la priorité, c'est moi. Parce que si je ne vais pas bien, mes enfants n'iront pas bien. Donc là, la Complètement. priorité, c'est que Que j'aille bien. que j'aille bien. Et ensuite, du coup, bah, comme j'irai bien, bah, mes enfants, ils seront capables. Tandis que si je m'étais dit: Non, mais la priorité, c'est que les enfants, bah, en fait, moi, enfin, J'aurais mes enfants, sombré. j'aurais sombré. Et puis, donc, j'aurais sombré. Et deux, mes enfants, ils auraient été extrêmement mal parce que tes enfants, ils supportent pas. Enfin, c'est En des fait, éponges. tu aurais réussi sur du court terme, les rendre heureux, mais en fait, sur du long terme, tu Ouais, aurais jamais et pu. encore que les rendre heureux. Enfin, Oui, non, mais t'as enfin, c'est ouais. je Enfin, te tu dis, je suis vois, pas maman, c'est donc je suis pas mea oui. culpa, Non, non, toutes mais les ce que je veux dire, mamans. c'est les rendre heureux. C'est un pansement. Enfin, bon, Oui, ils étaient ils étaient grands. Hein, ils avaient 10 et enfin non 12 et 9, un truc comme ça. Mais tu as limite, enfin, si ça avait été tout petit, tu mets un pansement Mickey. Mais dès que le oui, pansement il tombe, oui, c'est ça bon, dure c'est pas. fini. Non, mais oui, Et puis dès qu'il a compris que Mickey, il en avait ras le bol, ouais, bah ça oui, tu passe m'étonnes. quoi. Ouais. Mais Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, tu vois, ce côté intuition, moi, j'ai cette chance que j'ai créée aussi. Hein. Alors, certains trouveront sans doute ça triste, j'en sais rien, chacun sa vie. Mais moi, je sais que tout ce temps que j'ai est très, très précieux. mm, Et j'avoue que il m'aide énormément à maintenir une santé mentale stable ouais, et à écouter mon intuition et tu vois. mm. Mais c'est vrai que respect à toutes les mamans, à tous les papas aussi qui cumulent les rôles et qui arrivent en plus à être bien dans leur basket à eux, quoi. Bah, Vraiment. ce qui est important, c'est de savoir apprendre. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce que j'ai appris post-burnout. Hein, et ce que j'aide, enfin, c'est une de mes missions aussi, c'est d'aider les personnes à apprendre à connaître leurs besoins et après respecter leurs limites et leurs besoins. Parce que si tu mets pas de cadre dans ton travail, si tu mets pas de cadre dans ta vie, si tu mets pas de cadre Mm. vis-à-vis de tes enfants, tu te fais bouffer en fait. Et Bah alors ouais. je dis pas que je suis pas une maman parfaite, tu vois, pas plus Mais tard qu'hier, personne je ne dis à mon l'est, hein. fils, j'en peux plus, tu me fatigues. Il a 13 ans et demi, hein, il est en pleine crise ado. Il me bouffe mon énergie à plus en pouvoir, mais bon, après le soir, il me fait un gros câlin, il me dit je t'aime Ah maman, bah je suis oui. désolée. Donc Ah non, mais ça t'équilibre, mais il y a des bien moments sûr. donnés, de toute façon, la Ah non, mais maman moi, je ne parfaite doute pas n'existe pas. Hein. de l'amour maternel et de ce qu'un enfant t'apporte, hein. Mais ça bouffe Mais, de l'énergie. Hein. c'est vrai que Mais c'est savoir mettre des limites, c'est dire là en fait là c'est trop quoi, je peux plus là. Et puis c'est savoir aussi se dire bah voilà je me prends du temps pour moi. Alors bon moi je suis séparée donc je les ai une semaine sur deux, mais c'est pas essayer de mal faire du ça en fait, sport. hein. Ça, non mais clairement ça a des Pratique, hein. avantages. Hein. Enfin non mais bien sûr hein, tu vois la semaine où tu te retrouves seule avec ton amoureux, Ah bah sans oui, enfant à la maison, ça c'est fait très du bien pratique. de pas avoir à se dire qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir. De ouf. Enfin ça libère. Ouais. Et puis de pas avoir à aller chercher. Alors, ma fille en soi, elle pourrait rentrer toute seule, mais j'ai envie de profiter encore de ces petits moments. Ils ont quel âge? C'est 13 ans et... 10 et 13 et demi. Et non, enfin même bientôt 11. Donc là, bientôt, c'est le collège. Donc bon, faut Hmm. profiter de ces petits moments. Bah oui. Mais bon, c'est là, tu vois, tout à l'heure, à 16h30, Oui, à 16h30, il faut que je sois à l'école. Et puis voilà, après, il va y avoir les devoirs. t'as Et des puis demain, ça va être responsabilités, t'as mercredi, des donc ça va être obligations, taxi. C'est ça. c'est normal, c'est normal. Comment tu célèbres tes réussites? Bah pas assez bien, hein. Je les apprécie pas assez bien. En fait, j'ai toujours peur qu'on pense que je me la raconte. Donc du coup, bah tu vois, tu l'as vu, j'ai dû répéter avec humilité et tout. J'ai toujours peur que, tu
sais, qu'on se dise, oh là là, elle se la pète et tout. Donc, du coup, Bah, en ayant vendu 60 000 livres, si j'ai bien retenu, en ayant ouais, une communauté sur 120 000, de 120 000 ouais. followers sur Insta et en t'étant faite, entre guillemets, toute seule, tu as le droit d'être fière de toi. Oui, mais le problème, c'est que tu sais, dans la société, non, je suis fière de moi, mais j'ai pas envie qu'on pense que je manque d'humilité, tu vois. Genre, et la limite est très fine entre Mm. le moment où tu vas parler de tes réussites et le moment où l'autre va être content en face de toi, et puis au bout d'un moment, il dit, bon, c'est la tête un peu belle, c'est bon, tu vois. Je Et te rassure, alors je pense ça que les va. auditeurs ont la même Bon, perception que moi. Tu es tranquille sur le sujet. C'est bon, je peux y t'inquiète pas. aller, je peux me saucer un petit Tu peu là, peux, je peux. mais au contraire, vas-y, Ah, vas-y, ok. vas-y. Et du coup, non, non, du coup, je le fais, mais j'avoue que tu vois, pendant longtemps, en fait, de été 2020, bon, enfin, on va même prendre depuis 2018 jusqu'à avril dernier, donc avril 2024, j'étais toute seule, je gérais l'entreprise toute seule, donc mes réussites, je les partageais avec mes proches. Alors, mes parents, je leur partage beaucoup, je suis assez proche de mes parents. Et mes parents, ils me connaissent tellement qu'ils savent très bien que je suis pas une branleuse, tu vois. Donc, hop, j'ai pas de problème à leur raconter tous mes petits trucs. Mes amis, mais pareil, j'ai pas trop envie de. J'ai pas trop envie, tu vois, Je dis, tu vois, je dis, ouais, j'ai réussi à avoir ça, j'ai réussi à avoir ça, mais je m'étale pas trop non plus. Mais là, j'ai une grosse chance qui est que depuis avril 2024, j'ai embauché ma meilleure amie en CDI. Et là, c'est génial parce que du coup, elle est obligée de subir vu qu'elle est Mm. salariée. Donc, Mm. non, du coup, c'est vraiment cool parce qu'en fait, on a des ambitions en commune et en commun, pardon. Et du coup, Ouais, tu peux partager tout. ouais. C'est Et ouais. là, tu peux Mm. partager. Et c'était un truc qui manquait énormément euh, parce qu'on est des êtres sociaux, hein, on a Mm. besoin les uns des autres, quoi. Et c'est vrai que ta question est très juste. J'étais en mode, bah, je le célèbre. Enfin, je vais pas m'ouvrir une bouteille de champagne toute seule, tu vois. Mm. Et du coup, je les célébrais pas à leur juste valeur. Et là, grâce à ma meilleure amie, quand ils arrivent des trucs, elle me dit, non, non, mais là, on va fêter ça au resto et tout. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est cool. C'est bien. Trop bien. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Mais je crois que je me le suis toujours dit, hein, tu vois. Ça y est, c'est le moment où j'ai plus d'humilité. Non, non, mais j'ai jamais. Non, après le pourquoi pas moi, il est point d'interrogation, point d'exclamation, trois petits points. Il n'y a pas de ponctuation. Ouais. Non, Mm. j'ai jamais. Et là, tu vois, est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est la force de caractère? Est-ce que je sais pas? Mais j'ai toujours su que j'y arrivais. Je te jure, ça fait vantard de dire ça, mais en fait, si j'ai bien une qualité, c'est que je lâche jamais et, et que j'avais envie d'y arriver. Et je, et je savais qu'il fallait tout donner, tu vois. Genre, et je le sais encore d'ailleurs, hein, là, je bosse encore acharnement, enfin, tu vois. Mais je me suis jamais dit pourquoi pas moi. Je me suis dit ce sera moi. Enfin, tu vois, je serai qui je serai et je ferai de l'ombre à personne pour l'être. Mais tu sais, le pourquoi pas moi, sans remettre en question ton concept du tout. Mais il y a une interrogation de waouh, les autres ils font, moi aussi je veux le faire, pourquoi pas moi à mon tour, tu vois, à mon tour d'être qui j'ai envie d'être. Moi, j'ai toujours dit je serai qui j'ai envie d'être. Et ça m'a vraiment porté des complications parfois dans ma vie parce que j'ai toujours été très extravertie, j'ai toujours parlé fort, j'ai toujours rigolé fort, j'ai toujours eu de très grosses énergies masculines. Donc, tu vois, en face d'hommes, bah, j'ai parfois plus de couilles qu'eux, donc c'est problématique. Et souvent, on m'a dit parle moins fort, parle pas du tout. Euh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et je dis en fait, c'est pas trop, c'est toi qui es pas assez. Et quand tu as compris ça, quand tu as compris que toi, tu es exactement qui tu dois être, mais que c'est les gens autour qui sont pas capables de l'embraser, Mm. bah, en fait, tu as tout compris. Ouais. Donc, mon C'est pourquoi pas accepté, hein, c'est moi, vraiment ça, c'est s'accepter. voilà, c'est ça. Pourquoi pas moi, ça a plutôt été c'est moi et je serai comme ça. Et en fait, Mm. je me suis aussi rendu compte qu'on ne peut pas se changer. Donc, en fait, quand au lycée, etc., on me disait parle moins fort, Noélie, tu bavardes trop, Noélie, on n'est pas là pour faire rire et tout ça. Bah, si, en fait, aujourd'hui, Mm. à 34 ans, dans un mois, là, je suis aimée, en tout cas, entre énormes guillemets, mais je suis reconnue dans mon métier parce que je parle fort, parce que je suis un peu vulgaire, parce que je suis un peu rentre-dedans, je suis un peu ce C'est ta pourquoi on a voulu singularité. changer. Ouais. Exactement. Mm. Et, euh, et ça, c'est hyper important. C'est en fait, on essaye de vous mettre dans une case, mais en fait, la case, vous pouvez la construire et vous inquiétez pas que cette case-là, il y a plein de gens qui vous soutiendront parce qu'en fait, ils sont un peu comme vous aussi. Et aujourd'hui, je pense que si mes livres fonctionnent et si les gens me suivent sur les réseaux, c'est aussi parce qu'il y a ce truc-là.
il y a ce truc de, bah ouais, nous, on est les moins bonnes de tes copines, nous, on est un peu dégueuses, nous, on n'a pas la vie parfaite, etc. Et en fait, d'ailleurs, personne ne l'a. Mais, mais peut-être que ce côté-là plaît, et dans mes livres, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Donc, ouais. Moi, je crois vraiment, tu vois, je l'ai vu avec mes invités du podcast, je le vois maintenant, tu vois, j'ai accompagné plus de 250 personnes avec le bilan de compétences et de besoins. Déjà, je crois qu'on a tous une singularité et que tant que tu l'étouffes, que tu la caches, bah, t'es pas vraiment toi. Et donc, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse être capable d'assumer sa singularité. Tu vois, moi, tu disais, bah voilà, moi, je suis vulgaire et compagnie. Moi, ma singularité, c'est de parler de façon hyper légère, de sujets hyper, à la fois complexes, mais à la fois lourds. Tu vois, le nombre de fois où on m'a dit, non, mais tu fais pas un burn-out. Si là, je vois plus à quoi ça sert de vivre. Mais j'en parlais avec légèreté, donc on pensait que, voilà, Mhm. quand je me suis séparée du père de mes enfants, on me dit ah non mais en gros c'était ton mec depuis 15 jours. Non, on était ensemble depuis 17 ans, mais j'en parle de façon légère parce que c'est ma façon à Bah, c'est moi de toi, vivre le point. truc, et c'est ce qui fait que je suis moi, et du coup le fait que j'en parle, ça libère aussi la parole, et donc c'est aussi c'est Ta ma force. singularité. Mm. Donc savoir chacun sa singularité. Et tu disais on m'a toujours dit que j'étais trop, enfin tu vois, moi, enfin étant hypersensible, on m'a toujours dit que j'étais trop émotive, trop dans les excès d'émotions, donc trop up, trop down. Mais en fait, non, c'est pas que je suis trop up, je suis trop down. C'est juste que moi, mon encéphalogramme, c'est des raz-de-marée, des vagues, Ouais. et c'est comme ça que je suis. Il y en a, ça va être tout mignon, ça va être un petit peu, ça va, ouais, c'était bien. Non, moi, c'est pas ça, Bah, c'était tu vois, bien, moi, c'était trop cool. non, moi, c'est, je suis comme toi. De toute façon, tu vois, moi, je suis très intense. J'aime Mm, utiliser ce mot parce que je trouve qu'il a toutes ses qualités, tous ses ouais, défauts, l'intensité. Moi, je suis très intense. Quand je suis énervée, ça va me tenir littéralement 24 heures. Et mm, pendant 24 heures, je vais être en boucle sur le sujet. Je pense que tu vois je pense qu'on a une sensibilité qui est mm, assez similaire. Inversement, quand je suis contente, je suis contente. Quand je suis enjouée, je suis enjouée. Et ma meilleure amie, tu vois, elle est ce fameux plat. ouais, Ce que j'adore. Moi, mm. j'adore ça. C'est pour ça que je l'aime. Et c'est pas négatif d'être plat. Ouais, C'est ça juste tape, qu'elle est tempérée. Tu c'est vois, moi, ça. je dis qu'elle est Mm, tempérée. ouais. Et c'est pour ça que je l'aime. Et c'est sa Mm. singularité. C'est que elle est capable, qu'importe les émotions qui arrivent en elle, de dire, attends, on tempère. Tu vois, Elle te et stabilise, elle t'apaise. exactement. Mais en fait, on y revient, c'est sa singularité. Et en fait, il n'y a Mm. pas de bien ou de mauvais, on est comme on est. Il Et faut c'est s'accepter. hyper cliché Mm, de le dire, mais c'est la vérité. Et chacun a une place mm. qu'il peut trouver, qu'il peut construire. Et il n'a pas besoin. Je reviens sur ce que je disais d'Air France. Tu vois, quand j'étais à Air France, Ouais. ils étaient géniaux, hein, mes managers, ils étaient très, très, très gentils. Mais je me souviendrai toujours, j'étais arrivée avec des baskets. Et puis, en effet, ben moi, je suis très sociale, donc je parle à tout le monde et je fais des blagues et nanana. Et très vite, j'ai eu un entretien où on m'a dit, mais Noélie, tu peux pas faire ça. Et en fait, tu peux pas mettre tes baskets, il faut que tu viennes avec un peu de machin et tout. Déjà, j'ai trouvé ça complètement stupide parce que je me suis dit en quoi mes compétences sont liées Mm. à mon outfit, hein, mais c'est pas grave. Et, euh, et ensuite, je me suis dit, mais en fait, si c'est ça le milieu du travail, je veux pas y vivre. Et en fait, non, c'est pas ça le milieu du travail. C'est un certain biais du Mm. milieu du travail. Et en fait, il y en a plein C'est ça. d'autres. Et ça relie au burn-out que toi, tu travailles beaucoup. Euh, on veut tellement se dire, bon, bah non, en fait, je dois être comme depuis tout petit, on me dit qu'il Mm. faut que je trouve un job, que le CDI, c'est génial, que la sécurité de l'emploi, etc. Et donc, tu y vas parce qu'on nous a tous forgés comme ça. Parce que Et en moi, fait, j'ai ce que j'appelle les KPI de la réussite. C'est ok, en gros, c'est bah oui, c'est c'est ça. ça. Il faut, en fait, pour être heureuse, il te faut un grand appart, un gros salaire, une place visible. Mais Machin. sauf qu'en fait, la conclusion étant née la preuve, j'en suis la preuve, c'est qu'on peut très bien se créer son métier, on peut très bien être épanoui. Et au contraire, tu vois, là, j'en ai parlé récemment aussi dans le podcast, il y a Inès, c'est une des personnes qui a suivi le bilan de compétences, mais Ok, c'est une des premières. ok. Et elle a mis 4 ans avant de se lancer parce qu'il fallait la fin de son. Il fallait la fin de son. Elle pouvait pas faire de rupture co dans sa boîte, c'était une grosse boîte, c'était compliqué. Donc là, Mm. ça fait 4 ans qu'elle s'est lancée. Et elle a mis un post sur à LinkedIn en disant mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer dire un jour voilà, que je suis hyper fière d'être Trop chouette. décoratrice d'intérieur. Parce qu'en fait, on a la croyance de se dire, je pense à Margot Hammer qui a monté le Curiosity Club, je ne sais pas si ça te parle. Non, ça ne me parle pas C'est trop. un club de femmes, bon, elle est hyper inspirante, Ok, Margot. Et elle me racontait dans le podcast, à la base, elle est avocate. ok. Et en gros, elle disait, non mais moi, je me suis dit, ok, elle s'est dit, moi je suis avocate, je vais lancer un club de femmes. Enfin, comment les gens vont me regarder, quoi. Enfin,
Et puis aujourd'hui, bah, elle cartonne, ça cartonne, Bah ouais. c'est dans toute la France, c'est dans le monde entier. Enfin, et c'est vraiment ce truc de se dire, bah, quand tu sais qui tu es, que tu assumes qui tu es, mais en fait, il n'y a plus de jugement des autres. Et puis même, quand bien même il y a du C'est jugement ce que des autres, j'allais dire. tu t'en J'allais cognes en dire, en fait. fait, des Ça te jugements. glisse. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu la petite image avec le couple et l'âne. Il y a quatre Non. images. Tu l'as jamais vu? Et en gros, c'était drôle. À un moment, ils sont sur l'âne et du coup, il y a quelqu'un qui Ah, critique en ouais, disant, mais pourquoi il monte sur l'âne? Il fait chaud. Ah, mm, il est à côté, il dit, mais pourquoi il monte pas sur l'âne? Et en fait, l'idée de ces illustrations, c'est que quoi que tu fasses, les il y a gens, toujours ils quelqu'un qui jugera. trouveront quelque chose à Mm. dire. Et franchement, je suis sur les réseaux sociaux, tu es sur les réseaux sociaux. Moi, je partage un petit peu de choses personnelles, en tout cas de positions politiques, etc. Bref, peu importe. Euh, Quoi que tu dises, ça n'ira pas. Mm. Quoi que tu dises, il y aura toujours un truc à dire. T'as beau Ouais. mettre toutes les formes, Mm. tout le contexte, tout, il y a toujours quelqu'un qui Ouais, si critiquera, quelqu'un veut gratter, il grattera. qui Et, grattera. Voilà. Et ça, mm. c'est aussi hyper important. C'est en fait, et c'est très, très, très cliché ce que je suis en train de dire, mais franchement, faites, faisons tous des choses pour nous, parce que de toute manière, il y a toujours quelqu'un qui Mm. trouvera quelque chose à dire. Et en vrai, de vrai, quand tu prends du recul sur la situation, qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir que Gérard, le voisin, il pense que t'es une pauvre conne ou que t'es quelqu'un de génial. En vrai, de vrai, le plus Mm. important, c'est que les gens que tu aimes et qui t'aiment savent qui tu es, que toi, tu saches qui tu es. Que toi, tu t'aimes. Voilà. Le vrai enjeu, c'est ça. Le vrai sujet, hein, c'est qu'en fait, la vraie problématique de beaucoup de personnes, et j'étais dans ce cas-là avant le burn-out, hein, c'est qu'en fait, je m'aimais pas. Donc, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas, et du coup, j'allais chercher de la reconnaissance ailleurs. À partir du moment où tu sais qui tu es, que tu t'aimes pour qui tu es, parce que tu te connais, parce que tu vois, je dis souvent, mais comment veux-tu avoir confiance C'est en ce que toi? j'allais Comment dire. veux-tu t'aimer si tu ne te connais pas? J'allais Et dire, c'est difficile parce qu'on entend. Moi, je trouve que ce truc a été un peu marketé et qu'on sait plus du tout ce que c'est quand on dit tu dois t'aimer, tu dois t'aimer. Mais en fait, il y a un truc qui est très basique quand on dit mais toi, tu as confiance en toi. Je dis, mais en fait, reprenez le truc, avoir confiance en quelqu'un. Quand tu as confiance en quelqu'un, c'est quoi? C'est juste, je sais que tu vas faire les choses qu'il faut pour que je sois bien. C'est ça, avoir mm, confiance en soi, en fait. c'est ça. C'est juste, j'ai suffisamment confiance en la personne que je suis pour Mm. savoir que les choix que je vais faire, ils sont bien Parce que tu te intentionnés. connais, parce que tu sais que du Exactement. coup, tu es la bonne personne pour ça. Exactement. Mm. Et je trouve que c'est juste ça, c'est juste avoir confiance en soi, c'est juste être capable de faire les choix euh, le plus juste pour la personne que tu es, pour répondre à tes besoins et tes envies, qui sont deux choses C'est bien ça, différentes d'ailleurs. carrément. C'est quoi pour toi la réussite? Alors moi, je pense que il y a la réussite. J'allais commencer par celle qu'on nous impose depuis toute petite en tant que société. Donc c'est exactement ce que tu as dit, à savoir avoir de l'argent, un statut, une famille, etc., etc. Moi, plus le temps passe, c'est hyper cliché, mais plus je comprends que la réussite, c'est déjà être entouré de beaucoup d'amour. Et l'amour prend bien des formes. Quand je dis ça, c'est pas forcément, encore une fois, vos enfants ou voilà, ça peut être tes amis. Euh, Dieu sait que quand tu as des coups durs dans la vie, et pas professionnels, je parle vraiment dans la vie, Mm. euh, c'est quand même ça le plus important. Et Mm. quand tu te rends compte que tu as des gens sur qui tu peux compter et qui peuvent compter sur toi, mais tu te dis, Mm. j'ai quand même réussi quelque chose dans ma vie. Genre vraiment, quand tu as des grosses galères et que tu sais que tu peux appeler une personne et qu'elle est là pour toi et qu'elle Ouais, dit, même t'inquiète juste pas, une, en fait, juste une seule. Mm. et qu'elle dit, t'inquiète pas, tu peux venir à la maison, tu restes tant que tu veux. Je pense que tu as déjà réussi un truc. Euh, Mm. et la deuxième chose qui est importante pour moi, dont je suis très fière, c'est de réussir à générer un chiffre d'affaires avec mon entreprise, avec des valeurs qui sont pour moi importantes. Mm. Quand tu imprimes des livres, tu le fais sur des arbres, hein, donc je ne suis pas non plus complètement con, hein, je sais que je fais pas parfaitement. Mais tous mes livres, j'ai fait le choix de les imprimer en France. Je perds de l'argent en France en France. Forcément, si je l'avais fait en Chine, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Encore une fois, je suis pas parfaite. J'ai créé un oracle. Cet oracle, je l'ai fait en Chine, donc c'était un choix de ma part. J'en suis pas fière, mais c'était assumé, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai toujours fait des choix. Je me suis, Ouais, t'assumes. voilà, j'ai décidé de ne pas mettre Amazon et je suis très fière d'être qui je suis, de refuser des choses qui pourraient m'apporter de l'argent et de la notoriété pour rester en accord avec qui je suis, avec mes valeurs. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis très fière parce que Dieu sait que ce soit du côté de l'influence ou de l'édition, du côté de l'influence, tu peux gagner un SMIC avec une story, clairement, en vendant des produits qui ne me ressemblent pas. Je pourrais gagner 30 000 balles par mois juste en faisant des stories de placement de produits. Je ne le fais pas
Je suis très fière de ça parce que parce que c'est pas si facile d'aller contre de l'argent pour des valeurs. Ça semble évident de dire comme ça, mais en fait, c'est pas si facile. Ouais. Mm. Et c'est un truc dont je suis très fière d'avoir gardé mes valeurs humaines dans mon travail. Si tu vois, par exemple, je te parlais de ma meilleure amie, je suis très, très fière d'avoir réussi à l'embaucher à un salaire que je considère décent. Ça m'aurait vraiment fait chier de la payer une merde. Et d'ailleurs, je ne l'aurais pas fait. Je suis très fière qu'elle ait des conditions de travail géniales. Et tout ça, c'est vraiment des trucs qui sont hyper importants pour moi. Mm. Donc, je suis très fière de ça. Je suis très fière d'être C'est... une bonne humaine, hein, en gros. Hein. Mm. Quelqu'un de généreux, tu Mm. vois, quelqu'un sur qui on peut compter. Tu m'appelles à n'importe quelle heure de la journée, je suis là pour toi. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. C'est quoi pour toi l'échec? Ben, de la même manière, hein, c'est d'aller contre des valeurs qui, pour moi, sont humaines. Moi, tu vois ce qui se passe dans le monde, euh, pour, sous couvert de religion, de pouvoir, d'argent, de ce que tu veux. Moi, pour moi, ça, pour moi, c'est un échec. Moi, si j'entretenais ce monde-là, je serais dans un échec, tu vois. Et tous les gens qui aujourd'hui font des millions d'euros, mais qui, pour ça, détruisent des vies humaines, sont dans un Mm. échec. Et s'ils pensent que gagner de l'argent, ça fait d'eux des gens qui ont du succès, ils n'ont pas compris. Alors oui, ils sont riches, oui, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est pas ça qui fait Mais leur âme est pauvre. leur âme est très très pauvre Mm. et ouais, je serais vraiment très triste si si je devenais une de ces personnes. Vraiment, ce serait un gros échec pour moi. Sur mon lit de mort, de dire bah bravo, t'as beaucoup d'argent, t'es connu, mais en fait, tu l'as fait en faisant du mal à d'autres personnes. Et surtout que, et ça, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à le souligner, en fait, tu peux faire les deux. Aujourd'hui, et je le dis ouvertement, je gagne très bien ma vie, je gagne de l'argent et j'arrive à le faire dans des conditions décentes. J'arrive à le faire sans appauvrir mon salarié, ma salariée. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, on peut tous réussir à Oui, tu être peux bien. bien gagner ta vie en étant aligné avec toi, en fait. C'est possible. Tu peux très bien Mm. gagner ta vie, tu peux réussir à vraiment gagner bien ta vie et payer bien tes salariés et en même temps faire les choses le plus Être, éthiquement possible. Je être suis pas juste parfaite, par hein, rapport mais au prix de ce que tu vas facturer à tes clients. exactement, tu vois. Ouais. Mm. Donc ça, je trouve que c'est important aussi, tu vois. J'en avais parlé en story où je parlais de la richesse, etc. Et bon, moi, j'ai eu un peu des coups de gueule en disant justement, je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui gagnent autant d'argent et qui payent si mal leurs salariés. Je ne comprends pas. Mm. Et il y a une fille qui m'avait dit, ah bah c'est pas avec cette mentalité que tu seras riche. Et je lui ai dit, mais je suis déjà riche. En vrai, aujourd'hui, je me considère comme riche financièrement. Et pourtant, je paye très bien mes salariés. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de courir après la thune et il faut accepter de perdre 500 euros par mois. Je vous dis 500 euros, c'est un Mm. exemple. Là où toi, ça va peut-être rien te changer dans ton salaire parce que tu gagnes bien ta vie, mais que ta salariée, ça va tout lui changer. Ouais. Et du coup, tout le monde gagne bien sa vie. Alors oui, le patron gagne un peu plus et c'est normal C'est normal, tu as pris les risques, parce que je prends des c'est risques et logique. parce que mon Mm. entreprise, moi, c'est H24 dans ma tête. Hein. C'est Mm. tout le temps, tout le temps, tout le Oui. temps. Tu penses que enfin, Mm. tu sais de quoi je parle. Ouais. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal que je gagne plus que ma salariée. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle gagne pas bien. En Mm. fait, elle peut gagner très bien, je peux gagner très, très bien et tout le monde est content. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que la petite Noélie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ah, ça me fait des petits frissons. Mm. Je pense elle serait fière. D'un point de vue professionnel, elle serait fière. D'un point de vue perso, c'est plus compliqué. Donc je sais pas. Enfin, si tout va bien, mais d'un point de vue pro, elle serait vraiment très fière, je pense. Je Et pense toi, que tu as envie de lui dire quoi? Ah, c'est moi qui dois lui parler? Oh Maintenant, là tu as les deux. là Ouais, bah, je dirais, tu peux être fière. Tu peux être fière. T'es une bonne personne et c'est vraiment ma chose principale. En fait, un peu mon leitmotiv dans la vie, c'est venez, on essaye de pas rendre ce monde plus malheureux qu'il ne l'est déjà. Mm. Et je trouve qu'il y a des petites choses au quotidien qu'on peut faire qui font que ce monde est un petit peu mieux. C'est des petites conneries, hein. Tu vois, là, j'ai eu un pote qui a eu un problème. Bon, bah, j'ai lâché ma journée de travail et je suis allée le chercher. Ça m'a fait 1 heure et demie de voiture. C'est des petits trucs, mais on peut rendre le monde un petit peu meilleur. Donc, je dirais à la petite Noélie, bravo. Parce qu'en tout cas, tu n'as pas fait de ce monde pire qu'il n'était. Et j'ose croire que, en tout cas, dans ton quotidien, tu arrives plus ou moins à faire des choses bien. Donc, c'est Mm. déjà pas mal. Trop chouette. Ouais.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui? Hmm. Je pense que j'ai renoncé à une partie de ma vie perso par défaut, étant donné que j'ai dû passer beaucoup de temps à construire tout ce dont je suis en train de vous parler. Euh, Ça m'a renforcée dans mes énergies masculines, le fait d'être entrepreneuse. Et donc, mes relations aux hommes sont assez compliquées. Et je pense que toute cette force que j'ai mis dans mon entreprise, tu vois, la nana forte là que je suis en train de te montrer, etc., ça m'a endurci dans mon côté perso. La moins bonne de tes copines a, a créé une version non sexualisée de moi, donc je me suis perdue dans mon côté féminin. En fait, je me suis beaucoup Mm. perdue dans mes énergies féminines et par la moins bonne de tes copines et par mon côté entreprise. Et ça m'a causé du tort dans mes relations amoureuses. Et je pense que j'ai renoncé à une partie de mes relations amoureuses en m'impliquant beaucoup dans ma vie pro. Euh, je progresse dessus maintenant parce que c'est quelque chose qui, je pense, est important pour moi. Mais oui, je pense que c'est ça, mon renoncement. Un peu de vie perso qui a été. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? Bah, je fais partie de ces chanceux, hein, de ces privilégiés, hein. J'ai pas eu beaucoup de choses compliquées dans ma vie et j'en remercie l'univers. J'ai perdu des gens que j'aimais, évidemment, mais ils sont partis à un moment de leur vie où c'était la logique. Donc évidemment, ça fait toujours de la peine de quitter des gens que tu aimes, mais c'était logique. Euh, j'ai eu ce qui m'a fait le plus de mal, c'est il y a quelques mois. Ma meilleure amie, justement, a vécu des choses très, très, très compliquées et j'ai dû être très, 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 très présente pour elle quand elle est venue habiter à la maison pendant une année, etc. Et ça, c'était très dur. C'était très dur de voir des gens que tu aimes souffrir. Mm. Euh, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de chance. Je suis très, je Touche du suis bois. très épargnée. Mm. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Euh, c'est difficile. Je pense que le conseil que je devrais écouter, c'est d'être plus indulgente envers moi-même. Peut-être et que je pourrais donner, que j'aimerais donner, c'est soyons indulgents. En vrai, on se prend beaucoup la tête. Moi, je me prends la tête sur est-ce que c'est bon, les gens, ils ont bien perçu ce que je voulais dire. Tu vois, là, on va se quitter. Je veux dire, est-ce que j'ai bien tout dit? Est-ce que on va pas penser T'as été ça, ça, ça? super. On n'a pas encore fini, Ça mais t'as va? été super. Attends, Je te attends, ouais, là, je rassure. vais commencer à sortir des trucs problématiques, tu vas voir. Non, mais, et tu vois, mon rapport au corps aussi, en tant que femme, je fais jamais assez bien, je mange jamais assez bien, je fais jamais assez de sport, j'ai toujours des petits bourrelets en trop. Tu sais, on se met beaucoup la pression, alors qu'en fait, en fin de compte, dans 70 ans, je serai morte. Euh, j'aurais vécu ma vie comme je dois la vivre. Comme je le disais, tu vois, j'ai eu la chance d'être entourée d'amour. J'ai pas eu trop de choses horribles qui me sont arrivées. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive à chérir un peu plus le présent, quoi, tu vois. C'est dur, ça, hein. Ouais. Chérir le présent, c'est très, très difficile. Et c'est Mais quoi oui. le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ben, on me donne pas beaucoup de conseils, hein. Tu sais, j'écoute pas beaucoup les gens. Parallèlement à ça, je suis un peu entêtée. Euh, Quel est le meilleur conseil qu'on m'a donné? Bah si, c'est un peu ce que je suis en train de te dire, hein. C'est un peu le truc franchement, te préoccupe pas de ce que les gens y pensent. Et c'est un peu les classiques, tu sais, mais c'est quand tu te prends la tête, on te dit, mais te prends pas la tête, bah, super. Mais un peu, te soucie pas de ce que pensent les gens et, hum, et essaye de vivre le plus au présent possible tout en pensant à l'avenir. Mon papa me dit souvent ça. Mm. Essaye de... C'est le Ah, challenge de la vie, hein. oui, voilà, mais mon papa, il m'a donné un conseil qui était pas mal. C'est Merde, bah, je l'ai déjà perdu. La chance sourit aux audacieux. Et Mm. ça, je trouve cette phrase super. Et en vrai, pour le coup, c'est un bon conseil. Genre, allez, provoquez vos opportunités, en fait. Ouais. Parce que les choses n'arrivent pas, sinon il faut se donner un peu de mal, quoi. Ouais, c'est pas en restant assis devant Netflix Non, que ça va faire avancer les choses. non. Enfin, ça peut faire avancer des choses dans ta tête, J'allais te le dire, j'allais mais te après, dire. il faut se mettre en action. C'est ce que j'allais dire. Tu sais quoi? Peut-être que si, en fait, parce que ça Si, peut, si, d'une si. Parce certaine qu'en manière, effet, il y a, oui, oui, et puis enfin, en regardant un film ou même des documentaires, il y a des trucs, des contenus qui sont hyper riches. hyper enrichissant, ouais. Non, mais le fait est qu'à un moment, il faut se bouger le cul. C'est ça, Et puis c'est ça aussi, il faut savoir se reposer. Mais à un moment donné, en effet, il faut se mettre en action.
Il faut exactement. provoquer les choses. Est-ce que tu voudrais donner un message et donc, aux personnes qui nous écoutent, qui sont ce que j'appelle dans la zone de confort inconfortable. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors du coup, les personnes qui sont en mode je sais pas trop ce que je dois faire là pour l'instant. C'est ça, en gros, je suis dans un job, c'est pas OK, mais bon, finalement, j'ai quand même un peu de chance d'être dans ce job parce que j'ai un job. Mais au fond de moi, enfin, ces personnes-là savent au fond d'elles qu'elles sont pas à leur place. Alors déjà, la première chose pour moi, et c'est très rationnel comme réponse, mais avant toute chose, il faut regarder votre contexte. Jamais je conseillerais à quelqu'un de quitter son job, etc., etc., si ça le met dans la merde financièrement, parce qu'on y revient. Il y a quand même des réalités qui est que faut payer le loyer, faut manger, il y en a qui ont des enfants à charge, etc. Donc, pour moi, la première chose, c'est d'abord de regarder le contexte. On va partir du contexte maintenant que financièrement, c'est OK et que vous êtes dans cette période d'inconfort. En vrai, je trouve qu'il y a un conseil. Je Oui, rajouterais financièrement, enfin, et émotionnellement, oui, si tu me évidemment. permets. En gros, que tout ton contexte soit OK. Si Ouais. tu sens que. Mais émotionnellement, c'est plus compliqué parce que si tu es déjà dans la période d'inconfort, c'est que émotionnellement, tu vois, je sais pas. Ouais, alors je pensais plus émotionnellement par rapport à ta famille, tu vois, ou Ah oui, ton d'accord. conjoint, Pardon. si tu vois, typiquement, certes, tu as les sous sur ton compte, mais que tu as ton conjoint Ah qui oui. est un pervers narcissique ou je sais pas quoi. Ah oui, bon, bah là, tu te Bon, casses, c'est un enculé. Allez, hop. Non, ouais, je mais rigole. ça, en général, tu t'en rends pas compte. Souvent, malheureusement. Mais Oui. oui, en effet, que tu sois Bon. dans une période où juste, en gros, tu es, à ce petit moment où tu vas y aller, mais tu sais pas pourquoi tu vas pas. Et Mm. ben, je pense que souvent, le bon conseil, pour le coup, c'est de se demander de quoi tu as peur. C'est bête, mais vraiment, quand tu rationnellement, de quoi tu as peur? Tu as peur de manquer d'argent? Bah non, parce que du coup, on a regardé ensemble, c'est bon, tu as ton chômage à Tu as peur du jugement des autres? En vrai, on y revient, c'est con de passer à côté de quelque chose qui te tient à cœur parce qu'il y a des gens qui peuvent critiquer. Surtout que ces mêmes gens, souvent, vont rien faire. C'est important aussi de le rappeler. Tu as peur, enfin, en fait, toutes tes peurs, souvent, sans jugement de valeur, mais elles sont infondées dans le sens que nos peurs, c'est nos garde-fous, hein. Nous, l'être humain, on est fait pour être routinier. C'est vraiment quelque chose, c'est prouvé scientifiquement. On est fait pour avoir notre routine, ça nous rassure et la routine n'a rien de négatif. Mais du coup, quand tu veux changer ta routine, ton cerveau il est en mode wow, 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 on va où là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Donc, il va créer des peurs pour te dire non, tu sais, on est bien où on est, viens, on se stresse pas. Sauf que la réalité, c'est que tu n'es pas bien. Si tu es dans une zone d'inconfort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton métier actuel. Et donc, c'est trop dommage pour des peurs qui sont peut-être pas rationnelles, que tu peux très vite, genre, note toutes tes peurs et à côté, mets concrètement ce que ça va te faire dans le présent. Genre, les gens te critiquent, qu'est-ce que ça va te faire vraiment dans la réalité? T'as peur de ne pas avoir d'argent? Est-ce que vraiment t'as pas d'argent ou est-ce que c'est juste une peur? Et je trouve que de rationaliser les peurs, ça te permet de te dire, bah, en fait, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à y perdre, en vrai de vrai. Et, euh, et j'ai plus de raison de m'empêcher d'y aller, en fait. Mm. Voilà. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Bah, est-ce que c'est si je dis mes En romances? dehors de ton livre, en dehors des tiens, parce qu'évidemment, tu as donné envie d'écouter. Alors, j'ai pas encore lu tes romans, donc je peux pas en. Non, mais t'inquiète, Puisque tu m'as dit, je sais pas. ça donne clairement envie, mais en tout cas, Hors mes romans, ouais, hors tes romans. alors, je vais être très honnête avec vous, je ne lis jamais. Je sais que c'est très surprenant pour une personne qui écrit des livres. C'est même peut-être un peu antinomique, on va pas me dire, mais c'est comment c'est possible, mais si. Mais je me suis lancé un défi depuis 2025, c'est de lire 10 pages par jour. Et là, j'ai lu La fille du train que j'ai trouvé chez Emmaüs. Mm. Et bah, très sympa. Voilà, c'est une lecture comme ça. Et dans des lectures un peu plus développement personnel, il y a évidemment tous les livres de. C'est pas le kilomètre zéro, c'est pas les Kilomètre Jacob zéro, c'est Bossel. Modankawa. Ah, putain, toi, tu vas savoir, c'est sûr, c'est un truc avec le temps présent. C'est en gros, Edgar Tolle. je crois que c'est ça. Ouais. Mais je peux même pas vous faire une vraie critique littéraire parce que je l'ai survolé. Mm. Mais mon papa l'a lu, ma meilleure amie l'a lu. Le Et en fait, pouvoir de l'instant présent. oui, c'est ça. Mm. Et alors, il n'est pas facile à lire. Enfin, Non. faut être concentré, quoi. Parce que Mm. moi, le peu que j'ai survolé, j'étais là, oh là là. Mais Moi, je l'ai écouté en audible. ah, pas Ouais, con. en nageant. Bon, Pas le con. problème quand tu nages, c'est que tu peux pas prendre de notes, mais ouais, c'est pas un truc autant Non. kilomètre zéro que je recommande vivement et je recommande d'ailleurs d'écouter l'interview dans Pourquoi pas moi Ouais, il paraît de qu'il est Maude. ouf, tu vois. Ouais, vraiment, enfin tous ces bouquins, que ça soit kilomètre zéro, que ça soit Respire, le plan est toujours parfait et le dernier qui s'appelle Jamais sans moi, ou Plus jamais sans moi, je crois.
C'est vraiment, ça se lit bien et Ouais. ça se lit Je bien l'ai et pas lu, puis mais j'en elle ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de c'est celui-ci. vraiment chouette et puis elle y glisse tellement de choses, de contenu, de développement personnel de façon, légère qui fait que du coup tu comprends les concepts et non, c'est vraiment bien fait. Bon, bah voilà, Mmh. bah, ce livre-là, du coup, c'est la fille, elle l'a pas lu. Je l'ai pas lu, mais je vous le conseille. Franchement, ça a l'air génial. Non, mais en fait, c'est vrai que ces livres-là, alors des fois, j'y vois quand même quelques limites parce que des fois, tu sais, en fait, on y revient, ça dépend de ton contexte parce que quand tu es dans une situation très, très précaire, que tu peux pas payer ton loyer, que tu peux pas manger, etc., et qu'on te dit, non, mais attends, kilomètre zéro, tout va bien dans ta vie, le plan est Ouais, mais parfait, tu non, as envie de dire, bon, parce que pour le coup, si tu veux, enfin, kilomètre zéro et le plan est toujours parfait, tu vois, kilomètre zéro, je l'ai lu c'était pendant le Covid. Donc, ok, c'était pendant le Covid. J'étais encore fragile du burn-out, donc j'étais clairement pas au meilleur moment de ma life. En fait, c'est des livres qui sont pleins d'espoir. Tu vois, il y a vraiment. oui, non, mais Il y a, heureusement, oui, et mais le plan est toujours parfait, respire, le plan est toujours parfait. En fait, ouais, elle part à chaque fois, il y a des gens, alors pour respire et pour le kilomètre zéro, on parle de gens qui ont des cancers, donc c'est con, hmm, mais ça te permet déjà d'avoir une de, perspective, ouais. ouais, d'avoir une perspective différente, qui est, ok, en fait, potentiellement, tu vas être à quelqu'un que t'aimes qui va mourir. Ah bah oui. Donc, en fait, ça te permet de relativiser beaucoup de choses Ok. De que toute façon, je ne l'ai pas lu, donc je ouais, critique sans. non, vraiment, je recommande pour tous les mindsets parce qu'en effet, il y a certains livres, On est euh, d'accord, hein, il y a du développement voilà, personnel. Quand tu es là, en fait, quand tu vis en HLM, en cité, que tu n'as c'est même pas ça. Non, mais là, c'est du végétarienne. roman. Donc, ça t'embarque. En fait, ce qui est chouette, c'est comme c'est du roman, ça Oui, c'est t'embarque dans une ça. histoire. Donc, tu as envie de savoir la suite parce que tu as une histoire qui est cool. Et en plus, tu apprends des trucs et ça te fait réfléchir sur ta vie. Tu vois, c'est Ok, comme bon, ça va. Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Oui, ça va. En gros, c'est le bouquin, je pense que j'ai mis le plus de temps à lire de ma vie. Je pense que j'ai dû mettre 2 ans. Il était dans mon Ouais, sac à main. Parce qu'en fait, à ouais. chaque fois que je lisais une page, c'était au moment où j'étais Il est. pré-burnout, donc C'est ce que dur, ouais. j'appelais le burn-in. Et en fait, il est dur quand tu ouvres les yeux sur ta condition. Tu te dis, Bah non, oui. mais là, ce qu'elle vit, la dame, là, c'est la même chose que moi. Mais sauf que moi, je suis pas prête à tourner la page d'après. Donc, Hmm. du coup, mais bon. Et il y avait Ouais, un autre auteur que j'aimais d'ailleurs qui était auto-édité, qui maintenant a créé sa propre maison d'édition, c'était Joël Dicker. Lui, par contre, tu ouais. vois, je me souviens plus du premier, c'était quoi l'affaire Kepler, Ebler? Oui, Harry Kéber. Tout premier. Ouais. Il était trop L'affaire bien, Harry. Génial, il est génial ce trop livre. bien. Et Mm. lui, son parcours aussi hyper impressionnant, ce, Ouais. ce gars-là. Parce que lui, je crois que pareil, non, je crois qu'il était en maison d'édition et qu'en fait, il s'est rendu compte que les conditions étaient assez médiocres et donc il a créé sa propre maison d'édition. Je crois que c'est ça, son Ok. histoire. Mais il Je faudrait. vais, je vais regarder. Ouais. Très intéressant, lui. Et les jeunes et tout, franchement, il y a quand même des gens Oh qui oui, sont. et puis son livre, il a cartonné, je crois, au niveau mondial. Mais Hein. tous ces Ouais. livres. Je crois Ouais. qu'ils en ont même fait une adaptation au cinéma. Je crois, ça me parle. Ça me donne envie de lire ces autres bouquins. En Moi général, moi, aussi, je suis je un viens de peu me dire ça. intense aussi dans les bouquins. En gros, quand je découvre un auteur, je me fais tous les livres de Bah, l'auteur. je viens de me dire ça. C'est marrant. Je te jure, on Mm. a dû faire un échange de pensées parce Ouais, que on a dit. j'étais en train de regarder la tête. J'ai dit, en fait, il faut que je lise la suite parce que j'ai lu le premier que j'avais Mm. adoré, Ah ouais, mais j'ai pareil. jamais pris le temps pour les autres. Donc, Ouais. on se fera un petit rapport. On se fera un petit Comment on lit ça. avec plaisir. Et tu sais, il y a plein d'arrêts sur la lecture, mais là, il y a le livre et je vais le lire. Je vais le lire. C'est la femme de ménage, là. Tout Ah, le monde en parle en ce moment. Attends, j'ai pas. tu l'as pas vu? Non. Parce que vraiment, mais alors, mais tout le monde en parle. C'est ça, la femme de ménage de Freda McFadden. Ok. Alors, apparemment, encore une fois, c'est pas de la grande littérature, mais Oui, bon, oui, non, moi, mais ça bon, me moi, je lis va. pas du Proust. Hein. Moi, je lis Ah bah, avant moi non de. plus, Je lis sur mon Kindle avant d'aller dormir. Donc, si oui, tu voilà, veux. moi aussi, j'essaye de lire un peu plus pour lâcher les écrans, on connaît tous. Mais apparemment, il est très bien, très facile Ouais. à lire, etc. Moi, c'est mon rituel. En fait, tu vois, depuis que j'ai compris qu'on avait besoin d'avoir un rituel pour bien dormir, tous les soirs maintenant, je lis. Parfois, je lis aller une page. Parfois, bon, ça sera 10 en fonction du. Bah, c'est Et ça bien. me permet de poser C'est mon. bien. Bah, moi, Ouais, je fais ça me ça permet de. depuis le 1er janvier. Et alors, petite astuce que je partage avec toutes les personnes qui écoutent, La, c'est que... on fait Alors, attention, je vous donne alors, la commu, ma écoutez-moi. petite astuce d'influenceuse. C'est que j'ai... En fait, je me suis rendu compte que le téléphone, si on le prend dans notre chambre, laisse tomber, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Donc, je me suis acheté un réveil. Comme ça, j'ai plus Mm. d'excuses de dire non, mais c'est pour regarder l'heure. Et du coup, j'ai une nouvelle règle qui est que j'ai pas le droit d'avoir mon téléphone dans ma chambre. Comme les enfants, Bah, c'est tu bien vois. pour les ondes, hein. Ah, mais c'est génial. Et je Ouais. le laisse du coup dans mon salon. Et comme ça, quand je monte dans ma chambre, soit je lis, soit je regarde un film. Mm. Mais tu vois, j'ai pas de. Eh ben, je vous promets, hein, on n'a pas l'impression, mais ça change la vie parce qu'en fait,
de regarder un film sans téléphone, ça fait combien de temps que vous l'avez pas fait? Et je vous pose la Mm. question premier degré. Ouais. C'est en même temps de regarder son tel. Mm. Donc voilà, le réveil m'a aidé à ça. Parce que du coup, j'ai plus d'excuses en disant ouais, mais comment je fais pour me réveiller? Bah, le Ouais, c'est réveil. ça. Ouais. Après, moi, je sais que j'ai le téléphone à côté, mais en fait, j'ai tellement hâte. Je sais que ça fait partie de mon rituel de lire mon Kindle. Et puis, j'ai tellement hâte d'avoir la suite de mon histoire que du Trop coup, bien. j'ai pas. T'as même pas envie de prendre ton tel, quoi. En fait, j'ai pas envie de prendre mon tel et puis parce que je sais, bon bah voilà, tous les effets négatifs. Alors, je vais peut-être me faire un dernier check de est-ce que j'ai pas fait une vente, Ouais, est-ce que j'ai pas un message important ou quoi. Mais ouais. après j'ai vraiment ce truc de, je sais que je prends mon Kindle et c'est bon, j'ai mon chéri qui râle un peu en me disant, je dis non mais en fait c'est comme ça, Bah ouais. Bah non, mais il faut c'est que lui mon. aussi il se fasse une routine. Oui, oui, je suis en train de, il est en train d'y travailler sur faire en sorte que la routine ne soit plus de prendre son téléphone. Bah ouais. Non, mais c'est vrai Ouais. qu'on sort. Les téléphones, c'est vraiment très, très problématique. Ça, il n'y a pas à chier. Ouais, c'est. C'est le Ouais. mal. Moi, j'ai du mal. Je suis addict à ce téléphone. C'est hallucinant. J'ai mis, du coup, sur mon écran d'accueil, j'ai mis le temps que je passais dessus. Des Allez, fois, je vois, tu sais, je vois tu le temps, flippes. ça m'aide. Ça m'aide à me dire, mais Oli, lâche ton tel, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas facile, hein. Dernière question, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Bah, je vais être très égocentrique, mais je vais dire déjà merci à moi-même, hein. Mais c'est bien, c'est important de Purée. savoir se remercier. Bah non, mais clairement, s'il y a une personne grâce à qui je suis là, c'est moi, hein. Mm. Franchement, je me suis tellement battue. Bah encore, hier encore, j'étais en train de parler avec je sais pas qui d'M6. J'étais là toute tremblante. Oui, donc, vous savez, j'aimerais bien réussir à adapter mes livres en série. Bref, c'est pas facile. Donc, merci à moi d'oser, de dire, allez, Noélie, on y va. Tu sais, c'est comme si quelqu'un me prenait par la main Mm. et me dit, allez, on se bat là, Noélie. Donc, merci à moi. Merci, remise d'Oscar à mes parents parce que vraiment ils ont été super et je ne suis pas parent donc je me rends pas compte de la peur que tu peux avoir quand ton enfant te dit qu'il part faire écrivain. D'ailleurs tout à chaque fois combien de fois j'aurais fait des trucs loufoques comme ça et ils sont super, ils sont géniaux. J'ai beaucoup beaucoup de chance vraiment, ils me soutiennent tout le temps, ils sont super fiers et tout. Et puis j'allais dire merci à tous mes amis mais en vrai j'y reviens mes amis comme c'est des gens que j'ai choisis. En fait j'ai envie de me dire merci à moi d'avoir bien Mm. choisi mon entourage en fait Mm. parce que mes amis, c'est des gens exceptionnels. Et c'est grâce à moi, je les ai laissés rentrer dans ma vie. Et puis, je les chéris, je les aime, je prends soin d'eux, tu vois. Donc, ouais, merci à moi. C'est très égocentrique, mais je crois que c'est Non, vraiment, mais c'est bien, c'est important de savoir se à part remercier. notre Mm. famille, et encore, même notre famille, c'est nous qui décidons des relations qu'on a avec eux. Donc je pense qu'il faut se remercier d'être capable de nous mener où nous, on veut aller d'entretenir des relations parce que c'est dur d'entretenir des relations Mm. humaines. C'est très dur. Ça demande beaucoup de temps Et de d'énergie. remise en Mm. question, d'énergie. Et quand on est capable de le faire, on peut se remercier de Mm. le faire. Et puis on n'y croit pas, mais on dit que l'âme, avant de s'incarner, choisit sa famille. Donc, Ah, ouais, tu savais pas? non, je T'avais savais jamais. pas. Ouais, ouais, on dit que l'âme a choisi de s'incarner. Donc parfois, tu sais, quand tu te dis ah mais pourquoi mon enfant il vit ça, bah moi ça me rassure de me dire bah oui mais en fait C'était parce que c'était de lui, toi dont c'est il avait lui. besoin. Alors c'est ouais, c'est de moi, c'était de son papa, c'était de cette situation et qu'en Mais du gros coup, il a. attends, je vais être un peu négative, mais Hmm. du coup, comment t'expliques toutes les choses horribles que certains enfants vivent dans des familles avec cette théorie-là? Ça Alors marche. on dit, alors c'est pas, enfin moi ce que j'ai lu, on dit deux choses. Soit vraiment des gens qui vivent des choses horribles, 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 bah, c'est des gens qui ont un mauvais karma et qui ont fait des mauvaises Ah ouais, choses dans c'est des vies dur. d'avant. Donc ça peut être ça. Et après aussi, c'est que chaque âme s'incarne avec une mission et Ah, que en fait, dans ta mission, pour pouvoir relever tes missions, on va dire, tu es obligé d'affronter certains traumas pour pouvoir te révéler hum. et te guérir de ces traumas. Bon, on Tu va, on va vois, prendre tes positif parce que c'est assez dur quand même comme théorie. C'est en gros, tu dois subir tout ce que tu subis pour vivre ta vie, quoi. non, pour la transformer. L'idée, c'est de. Alors, enfin, moi, j'ai un tempérament très optimiste. Donc, c'est l'idée de dire, c'est, tu vois, j'ai rencontré plein de gens qui ont vécu vraiment des trucs. Enfin, Hum. je pense que j'ai rencontré les gens, ils ont vécu les pires trucs. Une personne qui a perdu son enfant, une personne, enfin, des personnes qui se sont fait attoucher, violer, des personnes qui ont failli se faire assassiner, des personnes qui se sont retrouvées sans bras, sans jambes. Donc, j'ai un bon panel de personnes qui ont vécu des trucs vraiment le C'est compliqué. summum Ouais. du truc compliqué.
et qui ont réussi, c'est ce qu'on appelle la logothérapie, c'est de dire que dans chaque épreuve, tu peux trouver quelque chose, un sens, c'est beau. et de le transformer en quelque chose. Et tu vois, ouais, bon, je pense que j'ai rien oublié dans les trucs vraiment horribles. Puis, bon, des personnes qui ont perdu des parents jeunes, enfin bref, des frères, des sœurs. En gros, tu peux trouver une force, une énergie pour transformer ça et de faire en sorte que dans ta vie, tu arrives à le transformer en quelque chose qui Non, mais fasse que tu c'est sois trop une beau. meilleure personne. Mais non, non, mais moi, je leur souhaite, mais bon, encore une fois, j'ai pas vécu de choses horribles, donc je me rends pas compte. Mais bon, cela étant dit, j'ai rencontré aussi des personnes qui se sont fait violer, qui ont eu des choses affreuses. Et c'est vrai que ces personnes-là n'ont pas forcément réussi à s'en relever. En revanche, j'ai d'autres personnes qui ont eu des traumas pareils et qui arrivent, comme tu l'as si bien Mm. dit, à se reconstruire, etc. Donc, Après, je pense qu'il y a une question alors, il y a une question de résilience, mais aussi la résilience, ça s'apprend, et d'accompagnement, parce que tu as des gens qui vont avoir complètement, des j'allais te le dire. accompagnements J'allais te le dire. qui vont les libérer, qui vont leur Ouais, permettre de pouvoir justement affronter tout complètement. ça. Et je pense qu'en effet, on n'est pas du tout tous égaux sur l'accompagnement qu'on va Non. avoir suite à un traumatisme. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est des Oui, ouais, croyances c'était une petite parenthèse. Non, mais qu'on c'est beau ce que tu... on y croit pas. Oui, Après, en tout moi, cas, c'est la théorie. La théorie, c'est voilà, ça. c'est une théorie qui n'est pas prouvée, hein, parce que de toute façon, dans tous les cas, tu peux pas prouver ce Non, genre non. de choses. C'est de la théorie des croyances, mais voilà, en tout cas, Non, mais c'était intéressant. Je ne connaissais pas cette théorie, voilà. donc j'aime bien. Un grand merci Noélie. Alors pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, du coup, ils peuvent te suivre sur Instagram, Oui, rejoindre ta la belle bonne de tes copines. communauté. Voilà, la moins bonne de tes copines. Découvrir ta maison, alors j'allais dire ta maison d'édition, j'ai fait un lapsus. C'est pas grave. La- Tu peux dire maison d'auto-édition, ça marche. D'accompagnement dans l'auto-édition. C'est labonneédition.fr. Trop bien. Et le site internet, c'est la moins bonne de tes copines.fr. Et sur ce site, je me permets d'ajouter, vous avez du coup, en effet, la boutique en ligne si vous souhaitez acheter des livres en ligne. Et vous avez un petit onglet avec les magasins partenaires. Parce que vous l'avez compris, j'ai des magasins partenaires, mais pas tous les magasins. Donc, il faut regarder sur cette petite liste. Et s'il n'y a pas à côté de chez vous, je suis désolée. J'essaye, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, c'est un long travail. C'est C'est un un long long travail. travail. Chaque Voilà. chose en son temps. Bravo en tout cas pour ton parcours. Merci beaucoup pour ton témoignage et puis Merci. j'espère à très vite. Merci. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Hein. Me jugez pas Non, trop pas du sévère. tout. Merci à tous. Merci, Charlotte. Merci. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.